Bonsoir, bienvenue à donc, notre deuxième conférence qu'on organise dans le cadre du rendez-vous, mais qu'on a voulu, une démarche du Conseil de développement qu'on va vous présenter bientôt, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc bienvenue, je me présente, Pierre Rousset, directeur de la prospective, donc direction qui organise cette conférence. Donc je ne suis pas animateur professionnel, j'en appelle à votre indulgence. Donc je suis heureux de vous accueillir à l'hôtel de communauté. Cette conférence apparemment a eu beaucoup de succès puisqu'elle porte un sujet qui intéresse beaucoup de monde, qui est une toile de fond de beaucoup des travaux du Conseil de développement, mais pas seulement, de nos partenaires, d'acteurs économiques et sociaux avec qui on est en échange régulièrement. Donc je pense que l'opportunité... votre présence en montre l'opportunité. Donc ce soir, on a une intervention donc autour du sujet donc Big Data, nouvelles ressources pour l'économie, en quoi les données transforment les activités, les rapports, comment ça change les modèles économiques. Donc je présenterai les intervenants au fur et à mesure. Donc nous aurons le plaisir d'entendre successivement Hervé Rivano, Elisabeth Grodhomme, Stéphane Grimbach, mais je vais commencer par passer la parole à Anne-Marie Comparini, donc en tant que présidente du Conseil de développement, pour rappeler dans quel cadre s'inscrit cette conférence. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Je vais me joindre à Pierre Rousset pour saluer tous les participants à la conférence de ce soir et dire à Madame Grodhomme et à Monsieur Grimbach nos vifs remerciements d'avoir accepté d'animer notre conférence sur le Big Data. Un mot, parce qu'il y a un lien, comme le disait Pierre. Cette conférence est en forte résonance, elle s'inscrit d'ailleurs, dans le grand rendez-vous, l'initiative que le Conseil de développement de la métropole a lancée en septembre dernier. Alors comme dans la salle, il y a à peu près la moitié des participants qui ne sont pas membres du Conseil de développement. Comme dit la plaisante sagesse lyonnaise, tout le monde ne peut pas en être. Je vais vous résumer et définir rapidement ce qu'est le grand rendez-vous. C'est d'abord une thématique. Quels emplois, quelles activités demain dans la métropole? Et cette thématique s'organise autour des 4 transformations de notre profonde, de notre société. La transition écologique, la révolution numérique, le défi de l'allongement de la vie et l'impératif de créativité. Et nous avons souhaité cibler notre réflexion sur les freins à lever, les atouts et les leviers à déployer pour anticiper ces transformations qui, il faut le reconnaître, vont modifier la structure des métiers, des activités et remodeler le contenu des emplois existants. Deuxième élément qu'il est important d'avoir à l'esprit lorsque on parle du grand rendez-vous, c'est que le grand rendez-vous est une démarche, une réflexion en continu, en 4 phases, comme vous le voyez sur le mapping. De septembre à Noël, en interne, au Conseil de développement, nous avons constitué les groupes et déterminé les axes de questionnement qui servent aux ateliers, deuxième phase, que nous avons commencé en janvier et qui se termineront en juin. Troisième phase, c'est celle de l'été, la moisson de tout ce que l'on aura pu prendre de la remontée de terrain, la synthèse des propositions qui permettra en décembre de préparer la journée de partage de ces propositions. Et puis, ce n'est pas un point, comme vous le voyez, c'est une flèche, parce qu'on espère continuer ensuite sous cette forme ou une autre. C'est une démarche et c'est aussi, avant d'évoquer nos objectifs, un travail ouvert sur les acteurs du territoire. Les ateliers leur sont ouverts
et par leurs témoignages, ils nous apportent leurs connaissances, leurs initiatives du sujet qu'on étudie et qu'ils vivent au quotidien. Donc vous comprenez dès lors que nos objectifs sont pour nous assez importants. Le premier est de faire prendre conscience des nouvelles manières de travailler, d'entreprendre, de consommer, de se former. Le deuxième objectif est plus banal, proposé, quoique on ne se limite pas aux compétences de la métropole et nous aurons des propositions qui peuvent concerner les compétences régionales ou celles de l'État. Et enfin, sciemment, on a mis mobilisé en 3 parce que pour nous, il était important que tous les acteurs, que chacun, réseau, organisme professionnel, puisse prendre sa part dans ces actions, se sentir concerné, acteur et messager des mutations. Voilà ce que je voulais dire un peu pour définir les 3 objectifs. J'ajouterai en mot final que le grand rendez-vous, c'est aussi une autre forme de participation. La participation, au-delà de toutes les définitions qu'on en donne, c'est aussi faire tomber les murs entre les citoyens qui ont à connaître les transformations si complexes, les entrepreneurs, les porteurs d'initiatives qui les pratiquent et qui s'y engagent de plus en plus, et les spécialistes qui en connaissent les fondements. Et c'était un peu notre objectif, de réunir pendant 3 conférences ces 3 groupes pour qu'ensemble, on analyse ces mutations. On sait bien et qu'on ne néglige pas les points qui font peur à certains et qui enthousiasment d'autres. Et madame, monsieur, vos contributions vont nous aider à avancer sur ce sujet, à la fois technique, mais je crois qu'on peut dire culturel aussi. Donc merci. Et merci aux structures amies qui nous ont rejoints, les amis de l'université, Confluence des savoirs, les abonnés de Millénaire 3 et le réseau DocForum. Merci et bonne soirée. Donc je passe la parole à Hervé Rivano. Donc Hervé Rivano est donc chargé de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, si je ne m'abuse. Vous êtes aussi, donc c'est un établissement public de recherche qui est dédié aux sciences du numérique, et vous êtes actuellement donc responsable de l'équipe de recherche Urbanet sur les réseaux urbains, alors plutôt sur un volet infrastructure, si j'ai bien compris, surtout qu'il y a beaucoup de trucs en anglais, donc j'étais un peu paumé. Et donc, on vous a sollicité, vous êtes également membre du conseil de développement. Et donc, voilà. Donc, vous êtes particulièrement qualifié pour ouvrir le débat en nous apportant quelques éléments de définition de façon à savoir de quoi on va parler par la suite. Merci beaucoup, Hervé. Effectivement, je suis chercheur INRIA dans un laboratoire associé à l'INSA. Et je vais essayer de vous parler un petit peu, d'introduire, sans faire un cours d'informatique, rassurez-vous, les concepts qu'on va utiliser ce soir, notamment sur les données, d'où elles viennent, les capteurs, les services qui vont avec, et dans le contexte de la ville intelligente. Voilà, donc le principe, très rapidement, c'est que, puisqu'on est au Conseil de la métropole, c'est de partir du fait que le monde est urbanisé et qu'on s'intéresse aux problématiques qui se posent dans les mondes urbains, en particulier avec les problématiques de densification et les exigences sociétales qui arrivent derrière, que ce soit en termes d'environnement, de santé publique, de transport public ou privé, ou individuel ou collectif. La volonté d'avoir des services publics qui soient, ou du moins collectifs, qui soient plus réactifs, plus individualisés, adaptés à nos modes de vie individuels. La volonté d'avoir de l'Internet, c'est parce que mon travail, c'est vraiment les réseaux. Mais surtout, ce qui va être intéressant ce soir, c'est que derrière cette numérisation apparaissent des nouvelles formes d'organisation, que ce soit du travail, je pense que ce sera
le propos d'Elisabeth, notamment sur l'économie collaborative, mais pas que. Des nouveaux acteurs qui sont plutôt inhabituels dans le monde urbain qui apparaissent, ce sera aussi le propos de Stéphane. Puis des problématiques de propriété, notamment propriété des données, de vie privée, qui sont importantes, et de démocratie, in fine, puisqu'on est quand même dans une collectivité. Un des points de départ de ces concepts de ville numérique, ville intelligente, c'est qu'on pense que les technologies de l'information et de la communication sont une partie de la réponse pour rendre les villes, alors on dit les villes intelligentes, vas-y clique, j'aime pas du tout ce terme-là, parce que pour moi l'intelligence des villes vient des citoyens qui vivent dedans et des interactions qu'ils ont entre eux. Le numérique a plutôt tendance à vouloir les rendre plus intelligentes, plus agiles, plus rapides, plus ce qu'on veut, ou à augmenter ces interactions, et c'est plutôt là qu'on essaye de regarder. Donc puisque la soirée tourne sur le big data, il y a une petite précision à faire au départ, c'est que souvent quand on entend big data, on se fait une image mentale de grosses données. Un film, c'est relativement... on peut imaginer que c'est une grosse donnée. En fait, ce qu'on va traiter là, ce ne sont pas des grosses données, ce sont une multitude de toutes petites données. Sur les images qu'il y a là, alors c'est parfois un peu petit, mais par exemple, sur le côté en haut, vous voyez un port industriel. On peut imaginer qu'il y ait des tags RFID, je ne sais pas trop le dire en français, les mêmes choses qu'il y a sur les bouquins à la FNAC, qui identifient les containers et les produits qu'il y a dans les containers et qui passent sous des portiques pour pouvoir les compter. À chaque fois, c'est rien. C'est, comme vous voyez là, la RMG 456, c'est un identifiant. C'est tout petit, mais il y en a 1000 par seconde qui partent. Et c'est ce flux de petites informations qui va nourrir ces systèmes de big data. De la même manière, les compteurs qu'on connaît, le Linky, le compteur de gaz, le compteur d'eau, c'est très peu d'informations, c'est peut-être quelques octets par jour qui vont passer pour dire combien vous avez consommé dans la journée. Mais multiplié par le nombre de postes de compteurs, par le nombre de foyers dans une ville, ça fait un gros flux de données. Ces flux de données, je vais un peu préciser d'où ils viennent. Quel genre de technologie peut y avoir derrière, sans aller trop dans les détails, mais déjà c'est une réalité émergente. C'est les parkings intelligents, qu'on a surtout sur les parkings fermés en ce moment, qui vous disent où est-ce qu'il y a des places ou pas, et qui pourraient vous éviter d'aller vous embêter dans un parking qui est plein. C'est la mesure du trafic routier qui aide à Optimode, par exemple, ici, qui permet de calculer des temps de trajet qui soient adaptés aux réelles conditions de circulation. C'est éventuellement des poubelles intelligentes pour optimiser les tournées de collecte. Et puis deux choses dont je dirai un tout petit mot après sur la surveillance d'infrastructures critiques, donc la surveillance de béton, quoi, le concret de la ville en général. Donc voilà, ça existe déjà. Et ce qui compte, ça vient, voilà. Le contexte qui est important, c'est la vraie mutation qu'il y a, c'est qu'on arrive à un moment où on a un vrai continuum qui se met en place entre le monde physique et le monde numérique. Il y a encore quelques années, on parlait de monde virtuel et de monde réel, du web, des choses comme ça. Et avec un certain ensemble de technologies qui sont déployées, qui ont tendance à se déployer de plus en plus, on arrive à avoir quelque chose de continu entre les deux espaces. Ça vient notamment des capteurs qui peuvent être déployés. Alors, différents types de capteurs, j'y reviendrai aussi là-dessus. Des capteurs d'environnement, de pollution, de climat ou d'activité pour le parking ou la circulation, qui sont déployés dans l'espace urbain pour ce qui nous concerne, et puis qui peuvent être sinon embarqués sur des véhicules, dans nos smartphones, on en a pas mal qui sont là. Il y a les tags RFID dont j'ai parlé pour les ports, mais qui servent à beaucoup de choses sur le transport de marchandises, et de plus en plus qui servent aussi à l'environnement urbain. À Copenhague notamment, il y a eu des déploiements de tags RFID pour fluidifier le trafic des vélos, pour que quand des vélos arrivent à proximité d'un feu rouge, ils passent au vert, ou pour suivre des vélos qui auraient été volés de proche en proche, comme ça. Et puis, il y a nos fameux smartphones qu'on a, j'imagine, pour beaucoup dans la poche, là. D'un point de vue opérateur téléphonique, le smartphone permet de faire un suivi passif de tout le monde. L'opérateur a une certaine vision de votre mobilité, de vos usages, pas forcément très précise, mais quand même. Et puis, il y a les réseaux sociaux, qui ne sont pas de la technologie hard, mais qui sont de la technologie logicielle, des services, où là, c'est nous qui faisons notre suivi volontaire et qui donnons toutes nos données. Je pense que Stéphane en dira beaucoup là-dessus, sur notre vie, sur nos usages, sur nos émotions, sur tout ce qui peut être sensible dans l'espace urbain. Et puis, il y a enfin tout ce qui est redistribution de cette information qui est collectée par ces ensembles de capteurs matériels ou logiciels. Et c'est la redistribution sous forme... Alors, la
peut-être la plus brute de décoffrage, ça serait l'open data, le fait d'avoir des bases de données qui sont accessibles à tout le monde. C'est une façon de rendre cette information-là aux citoyens. Puis il y a tout ce qui est cartographie, qui se multiplie un peu partout dans l'espace numérique. On cartographie énormément de choses dont on n'avait même pas conscience auparavant. Par exemple, le petit dessin qu'il y a là, c'est un service de cartographie de l'utilisation des taxis à New York, où on peut cliquer sur à peu près n'importe quelle position et savoir le flux de trafic, le flux de courses de taxi qu'il y a entre deux points. Et ce genre de données-là, dont on n'avait absolument pas, on n'avait pas accès à ça il y a quelques années. Maintenant, on a ça pour beaucoup de choses. Et puis, il y a tous les ensembles de services géolocalisés ou pas, de services, même de services qui sont des services publics, par exemple, qui utilisent ces données-là. Et c'est une forme de redistribution de l'information à la population. Ce qui est intéressant là, c'est que pour arriver à ça, et puis la tendance actuelle, c'est d'arriver à faire un maillage dense du territoire, un maillage dense en déploiement de capteurs, mais aussi avec tous les services qui sont déployés. Donc maillage dense du territoire d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue humain, un maillage dense de la société, de ses usages. Puis bon, la dernière file, c'est pour mon sujet. Pour arriver à collecter tout ça, il y a des réseaux sans fil. Mais il y aura un slide dessus parce que ça peut avoir du sens, mais ce n'est pas l'objet principal. Ah oui, alors je suis désolé pour la taille des caractères. On s'est rendu compte que entre les Mac et les PC, le numérique n'est pas encore ubiquitaire, comme on disait il y a quelques années. Donc un des points importants de collecte de données dans l'environnement, ce sont ces capteurs qui ont tendance à être déployés un peu partout. Alors on a surtout conscience de Linky et j'arrive jamais à me souvenir de celui du gaz, mais gaz quelque chose, Gaspard, merci. Donc il y a des capteurs de nature très différente qui peuvent être déployés. Des capteurs qui mesurent l'activité humaine ou sa consommation de certaines choses. Donc c'est effectivement Linky, Gaspard, les capteurs de trafic urbain. Et puis il y a des capteurs qui mesurent plutôt des phénomènes environnementaux. C'est ceux de Aeronal, par exemple, qui mesurent le climat, la pollution, des choses comme ça. Et finalement, un des points qui est intéressant, c'est que mesurer l'activité des gens ou leur consommation de certaines ressources, mesurer l'environnement, finalement, il y a des liens entre les deux. Et avec la consommation, avec les phénomènes environnementaux, on peut aussi redéduire de l'activité humaine. En particulier, si vous avez un capteur de CO2 dans une salle de réunion, vous pouvez savoir quand il y a des gens ou pas. Alors, on pourrait savoir à peu près, estimer combien on est dans la salle juste avec des capteurs de CO2. Ce qui peut poser parfois des problèmes de vie privée si dans votre travail, vous avez un capteur de température qui permet de déduire si vous êtes dans votre bureau en train de travailler ou à la machine à café. Selon qui a accès à ces données-là, ça peut vous poser problème. Un autre point intéressant là-dessus, c'est que la technologie, les efforts technologiques font que les capteurs coûtent de moins en moins cher. Mais il y a toujours un travail urbain à faire pour l'installer. Et typiquement, les chiffres que j'ai là, c'est qu'un capteur qui coûterait 50 € coûterait quand même 1 millier d'euros installé dans la voirie. C'est le cas ces chiffres-là, je les ai pris des capteurs Grizzly là, pour mesurer la température de la chaussée pour optimiser les tournées de salage. Donc ça veut dire que l'intégration dans l'espace urbain est un enjeu presque plus important que l'enjeu technologique qu'il y a derrière. Savoir où est-ce qu'il y a des supports d'installation, mais savoir aussi l'acceptation sociale qu'il y a derrière. Est-ce que les citoyens sont prêts à avoir des capteurs qui sont dans leur environnement immédiat ? Est-ce qu'ils vont avoir une réticence à une intrusion technologique qui est autour de soi, un peu à l'image de ce qu'on a eu sur les antennes de réseaux cellulaires. Et puis la mesure, elle a une pertinence spatiale. On ne va pas mesurer n'importe où, on va mesurer là où on a besoin, donc au compteur pour la télémétrie, dans les places de stationnement, pour le parking, ou là où il faudrait pour la physique, pour mesurer de la pollution du climat. Et donc on a un déploiement qui est à la fois contraint par l'espace et la société, optimisé pour son usage, et qui doit être accepté, sinon on n'arrivera à rien à mesurer. Merci. Alors, je dis ça parce que dans ce qu'on peut imaginer du futur, et en tout cas des choses qui sont assez crédibles, c'est un exemple donc, sur la surveillance d'infrastructures critiques, c'est-à-dire les ponts, les tours, les barrages. Actuellement, quand on veut vérifier que le béton est en bon état, on déploie des capteurs qui sont assez imposants avec des experts qui les déploient pour mesurer, puis ils s'en vont, on est content, on reviendra dans 2 ans. On peut imaginer maintenant des capteurs qui soient noyés dans le béton, qui soient là en permanence, qui feront une mesure qui sera moins bonne, mais tellement nombreuse et tellement continue qu'on peut espérer avoir une meilleure vision de l'état de ces structures-là. Alors ça, c'est quelque chose qui existe en test dans des laboratoires, mais ça peut se déployer sur d'autres types d'applications, en particulier environnementales. Et la question qu'il y a derrière, c'est du coup le déploiement est moins critique, mais
Moi, je me balade dans une immensité de capteurs qui mesurent tout mon environnement, qui le connaît limite mieux que moi. Et du coup, je suis dans cet environnement-là et on me mesure en même temps. Donc, à voir s'il y a une problématique autour de ça ou pas, il peut y en avoir, en tout cas. Alors, ça, c'est le slide de réseau techno. Les enjeux des réseaux de capteurs, parce que ces capteurs qui sont déployés, il faut collecter leur information. Mais je fais le lien avec la collectivité territoriale, là. C'est qu'actuellement, quand on déploie un réseau, un capteur, quand on veut faire une mesure, on déploie le réseau qui va avec. Linky a son propre réseau, Gaspard a son propre réseau, alors que globalement, les capteurs sont assez proches les uns des autres. Et ça ne passera pas à l'échelle. Si on veut des déploiements denses, il faudra qu'il y ait un opérateur urbain qui émerge. Il y a des choses qui existent autour de ça. Vous avez entendu parler de Sigfox dans la presse, peut-être, de LoRa aussi, des consortiums autour de ça. Orange essaye de se positionner aussi. Quel peut être le rôle de la collectivité, de la métropole là-dedans, sachant que ces capteurs seront dans l'espace urbain de la métropole et éventuellement la métropole peut avoir un réseau de collecte. Donc la métropole peut avoir un rôle dans la collecte, l'organisation, la régulation de ces données-là et se poser aussi dans les questions de à qui appartient la donnée une fois qu'elle est mesurée. Si c'est mesuré chez moi, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à celui qui la mesure? Est-ce que c'est à celui qui la collecte? Il y a des enjeux légaux, il y a des enjeux techniques derrière qui sont assez complexes, mais qu'il faut réfléchir. Enfin, un dernier point, c'est que l'autre aspect important de la ville, c'est la mobilité. On est tous mobiles dans la ville. Et la mobilité enrichit les mesures qui sont faites. D'une part, elles peuvent être faites avec des capteurs mobiles, et on en a vraiment beaucoup. Un smartphone, c'est environ une quinzaine de capteurs. Un véhicule, pas très loin de la centaine de capteurs embarqués, qu'on n'exploite pas, quasiment pas pour l'instant, mais ça va venir. Il y a cette question que je disais tout à l'heure, de la densité de mesure, du nombre, qui peut remplacer de la qualité. Et en arrivant à traiter ces énormes flux de données multiples, est-ce qu'on peut arriver à sortir une information? Je fais la différence entre données et information. Il y a un traitement entre les deux. Qui soit enrichi par à la fois ce nombre de mesures et le fait qu'elles soient mobiles, donc corrélées à nos usages. De la même manière, la mobilité peut être une réponse à la question de la densité, avec notamment des concepts comme la mesure citoyenne, c'est-à-dire d'avoir une application de mesure qui soit sur mon smartphone. Il y a des collègues qui ont fait une application de mesure du bruit ambiant, de la qualité de vie à cause de la nuisance sonore en ville. Ils ont fait ça en région parisienne à partir du micro qu'il y a dans le smartphone. Et donc, c'est à chacun de prendre l'application, de se balader, de mesurer là où il est. Et donc, c'est intéressant d'avoir une mesure qui n'est pas conçue par un déploiement a priori qui dépendrait uniquement de ce qu'on connaît de la ville, mais qui serait là exactement où les citoyens sont actifs. Alors, pour tout ce qui est qualité de la vie, ça a du sens derrière, par exemple, de la mesure de pollution là où les gens font du sport. C'est pas idiot de se dire qu'on voudrait mesurer ça. Alors ça se fait déjà pour les transports. Pour ceux qui ont utilisé Google Waze, Coyote, c'est déjà du collaboratif autour de la mesure d'un environnement. Ça s'approche de l'économie collaborative aussi, même si, bon, après on va vers Uber et des choses comme ça. Mais donc ça a tendance, enfin c'est une tendance qui augmente et voilà, qui pose des questions assez intéressantes à la fois en termes technologiques, mais aussi en termes d'usage et de comment on se positionne par rapport à ces usages. Et une fois qu'on a fait ces mesures, il y a tout ce qui est services géolocalisés, qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui, soit pour de la mobilité, soit pour aller chercher le bon resto autour de soi, ou des choses comme ça, et puis ça ira plus loin. Quand vous utilisez ces services, en particulier les services gratuits, il faut être conscient d'une chose, c'est que votre mobilité et votre typologie d'usage de ces services, c'est la valeur pour l'opérateur des services. Et ça, c'est un point important. Il n'y a pas que la restitution d'informations. Vous créez de l'information juste en utilisant ces informations. Donc c'est un système qui se nourrit de lui-même. Et puis il y a une vraie question importante qui nous interroge aussi au Conseil de développement, c'est les mutations du travail, et notamment le travail mobile. J'y reviendrai sur les tout derniers slides, parce qu'il est fini. Juste pour finir et sortir un peu de mon rôle de technologue, entre guillemets, sur les enjeux de société qui arrivent derrière, que j'ai un peu essayé de mettre en filigrane de partout. Les systèmes de mesure dont je vous ai parlé et la génération des données qu'il y a là, qu'elles soient matérielles avec des capteurs ou des smartphones ou logiciels avec les services que vous utilisez,
elle est en train de muter. Elle est passée d'un moment où on observait des systèmes. C'était tous les capteurs qu'il y avait sur le réseau électrique, par exemple, ou le réseau de transport. On mesure le système de transport. Et on passe à une approche qui est centrée sur le citoyen, c'est-à-dire qu'on mesure l'activité du citoyen, le citoyen se mesure et participe à cette chose-là, et l'utilisation de ces données est toujours quelque chose autour du citoyen. Donc il ne faut jamais oublier le fait qu'il y a de l'humain au milieu. Et les progrès technologiques permettent d'aller vers ça. Alors à partir du moment où il y a un humain, ça a des atouts, mais ça génère des vulnérabilités et des risques qu'il faut aussi savoir prendre en compte. En informatique, on dit toujours que l'utilisateur, c'est la pire faille de sécurité. On est en plein dedans. Alors la participation citoyenne, qui est quand même un enjeu qui nous intéresse beaucoup au Conseil de métropole, là sur ce point-là, c'est juste un peu pour rigoler, le fait qu'on fasse de la mesure mobile, c'est une façon de reporter la charge économique de la mesure sur le citoyen. Ça, c'est la vision cynique des choses. La vision plus optimiste, c'est de dire c'est une manière de redonner des leviers aux citoyens, ce fameux empowerment dont on parle souvent, peut-être une nouvelle forme de citoyenneté qui peut émerger autour de ça. Et puis il y a les problématiques de sécurité d'une part, mais surtout de vie privée qui sont intéressantes. Avec le numérique, et c'était notamment le thème de l'atelier de lundi, il y a des enjeux de liberté individuelle et d'égalité qui sont assez importantes derrière tout ça, entre d'une part les gens qui ont accès à ces choses-là, qui sont capables de les comprendre, de les manipuler et de s'intégrer dedans, et ceux qui n'en sont pas, soit pour des questions cognitives, soit pour des questions territoriales, parce qu'il y a des villes qui vont s'être équipées, des villes qui ne vont pas s'équiper. Et donc là, ça pose des questions à la fois liberté sur les questions de vie privée et puis d'égalité sur les questions de fracture. Voilà mon tout dernier slide, pour de vrai, cette fois. Une des questions importantes à se poser quand on réfléchit à tout ça, c'est ces données qui sont générées, qui sont traitées par des algorithmes et réutilisées, pourquoi et qui le fait? Est-ce qu'on le fait dans une vision tutélaire pour les citoyens? Donc ça peut être l'automatisation de certains services de la ville, ce qui est très intéressant, parce qu'on va les optimiser, on va les rendre les plus efficaces, les moins coûteux, donc à budget constant, essayer d'en faire plus. Et en même temps, ça peut être une façon de sortir de la démocratie en remplaçant des décisions politiques assumées par des choix algorithmiques qui sont plus difficiles à décrypter. Il y a les questions d'économie horizontale, je ne m'étends pas dessus puisque ça va être un des sujets de tout à l'heure, entre l'agilité du système économique et puis la précarité qu'il peut y avoir derrière quand on pense à l'ubérisation, l'évaporation fiscale qu'il peut y avoir avec Airbnb ou Uber aussi. Je ne devrais pas dire des marques, mais c'est pas grave. L'empowerment, j'en ai parlé, mais la question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir des citoyens qui vont s'emparer de ça pour faire de la démocratie ou est-ce qu'il va y avoir des groupes militants qui vont se servir de ça pour faire de la critique systématique sans être dans la construction démocratique de solutions. Puis bon, l'open data. Le point vraiment intéressant, je pense, le tout dernier pour aller vite, c'est toutes les mutations qui vont derrière ça. On parle souvent de révolution numérique, ça se joue aussi sur la notion de territoire, parce que notre territoire, c'est notre sphère de relations sociales. Les relations sociales changent et puis il y a un espace public numérique, ça c'est un peu facile à définir, mais finalement pour le travail, il y a des tiers-lieux qui s'organisent, il y a la mobilité au travail, et pourtant c'est un lieu de socialisation et de construction sociale, le travail. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ça, ces changements-là? Comment on les prend en compte? C'est des grandes questions. Et puis ça c'est peut-être pour ouvrir plus sur Elisabeth, et puis pour ouvrir plus sur Stéphane, la notion de qui est fournisseur de services dans une collectivité, dans un espace public. Est-ce que c'est la métropole ou est-ce que c'est Google? Parce que je connais bien Stéphane, donc je sais de quoi il va parler. Mais le rôle des collectivités publiques est fortement interrogé avec ça. Rien qu'à l'introduction, on voit bien qu'on a ce système de big data, énormément de petites données que l'on produit sans cesse par des capteurs, par des infrastructures, par nos comportements, par nos usages, qui sont retraités en information, mais qui sont aussi, donc, comme on va le voir, une ressource pour faire les choses différemment. Alors effectivement, des questions d'organisation matérielle qui se posent, avec parfois des capteurs concurrents pour des données, des questions de communication, de propriété. Néanmoins, la révolution, entre guillemets, elle avance. On parle de révolution numérique, je pense que quand on voit le côté abyssal
des problématiques soulevées. Effectivement, on est dans un changement extrêmement fort. Donc, je vais passer la parole à Elisabeth qui va revenir, Elisabeth Grodhomme, donc qui va revenir sur l'évolution des modèles économiques à cause de cette révolution, enfin du fait de cette révolution. Donc je vous présente très rapidement, parce que le CV est extrêmement long si on prend la version détaillée. Vous êtes donc anciennement haut fonctionnaire, on dit ex-haut fonctionnaire, je ne sais pas, administratrice de plusieurs grandes sociétés. Vous avez fondé, vous dirigez le cabinet Paradigme, etc., qui est une société d'études et de conseil consacrée à la prospective et à l'innovation. Lorsqu'on a réfléchi au thème qu'on pouvait aborder avec vous autour de cette notion de big data, il y a tout un pan qui est ce qu'on peut faire une fois qu'on a collecté beaucoup de données, comme ça nous a été expliqué, et on peut faire des services plus personnalisés, plus prédictifs. Donc il y a tout ce champ-là de la valorisation des données. Mais finalement, j'ai proposé de se centrer sur un autre champ qui est plus structurel, c'est-à-dire en quoi l'existence de ces données, les flux d'échange de données, changent la structure des acteurs économiques. C'est-à-dire que ce ne sont plus les mêmes acteurs dans le jeu. C'est de ça que je propose de vous parler dans les 20 prochaines minutes. Le point dont on peut repartir, pour ceux d'entre vous qui aiment la théorie économique, c'est le prix Nobel d'économie Ronald Coase qui a écrit en 1937 un article très célèbre qui s'appelait « La nature de la firme », ce qu'on appelle la théorie de la firme. La question de départ est simple, c'est pourquoi il y a des entreprises plutôt que rien. Parce qu'après tout, ce sont les individus qui font le travail. Vous voyez, c'est vous et moi qui travaillons chaque jour, c'est vous et moi qui apportons notre argent à la banque pour qu'elle-même le prête ou l'investissent ailleurs. Donc, on pourrait dire l'acteur central, ce sont les individus, c'est nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises ? C'est la question que Ronald Coase s'était posée. Et pour aller très vite c'est évidemment beaucoup plus nuancé que ce que je vais dire, mais il a dit c'est simple. La raison pour laquelle il y a des entreprises, c'est que si on veut interagir entre individus, il y a entre nous des coûts de transaction. C'est-à-dire, si je veux demain matin faire une boulangerie sans avoir une structure d'entreprise, il faut que tous les matins, je passe contrat pour avoir un boulanger, une caissière. C'est-à-dire que j'aille chaque matin embaucher quelqu'un, que j'aille chaque matin louer un local. En fait, tout ce dont j'ai besoin pour faire tourner ma boulangerie, si je ne le possède pas, si je ne l'ai pas, si vous voulez, structuré dans le cadre d'une entreprise, je suis obligé d'aller le chercher sur un marché, si vous voulez, et ça crée des coûts de transaction. À l'inverse, si je le structure dans une entreprise, alors nos rapports sont plus figés, ce sont des rapports hiérarchiques, c'est un rapport salarial. Je n'ai plus besoin tous les matins d'aller chercher mes ressources sur un marché et de renégocier un contrat avec le pourvoyeur de chacune des ressources. En revanche, j'ai des coûts de coordination en interne. C'est-à-dire que puisque j'ai des salariés, je dois aussi veiller à leur formation, à leur retraite. Puisque j'ai un local, je dois payer ma taxe foncière. Si c'était une usine, je dois veiller à certaines normes pour respecter l'environnement. C'est-à-dire le fait de l'avoir internalisé crée des coûts de coordination interne. Et donc finalement, l'équation miraculeuse, c'est il y a des entreprises plutôt que des individus atomisés lorsque le coût de coordination à l'intérieur est plus faible que le coût de transaction à l'extérieur. Et donc, finalement, historiquement, on part d'un modèle qui est celui que vous voyez là, où il y a la zapette ne marche pas comme quoi la technique, c'est joli sur le papier, mais moins efficace dans la vérité. Donc, l'habitude que nous avons prise jusqu'à présent, c'est de considérer que finalement, notre économie, ce sont des acteurs. J'ai mis des entreprises, ça pourrait être des administrations, enfin c'est des organisations qui ont internalisé donc à l'intérieur du carré gris tout ce qu'elles pouvaient, enfin toutes les ressources dont elles avaient besoin, donc les compétences, les finances, les équipements, et qu'il était finalement moins coûteux d'avoir sous son contrôle en interne, donc réglé par une hiérarchie managériale, etc., plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur sans arrêt, pour les raisons qu'on a dites. Maintenant, ce qui se passe, si vous voulez passer à la diapo suivante, c'est qu'avec le numérique, l'efficacité des transactions avec l'extérieur s'est accrue considérablement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plateformes où je peux trouver du jour au lendemain un comptable, un plombier, etc. Si j'ai besoin d'un camion, je peux louer un camion, ne serait-ce que pour quelques heures. Enfin, l'efficacité des transactions avec le monde extérieur s'est accrue de manière très importante. Et du coup, ma comparaison entre mes coûts de coordination interne et mes coûts de transaction externe, cette équation s'est déplacée considérablement. Et donc, on arrive vers un nouveau paysage
paysage, qui est celui qui est représenté là, où vous avez des plateformes qui sont finalement l'endroit où je vais aller puiser les ressources dont j'ai besoin, et tout le reste, c'est la fameuse ubérisation dont on parlait tout à l'heure. Pour qu'on comprenne la dynamique, je montre là l'étape d'après, auquel non seulement des chercheurs, mais des innovateurs sont en train. C'est-à-dire que la plateforme Uber n'est pas l'aboutissement, si vous voulez. Donc l'aboutissement, c'est... vous n'en voyez pas encore beaucoup autour de vous, mais ça existe, j'en nommerai quelqu'un. C'est finalement, on a ubérisé Uber, il n'y a plus de plateforme. Alors comment c'est possible? Il y a une technologie dont nos amis technologues parleraient mieux que moi, qui est le blockchain, qui permet de désintermédier, y compris la plateforme qui était là, et d'imaginer des entreprises entièrement... Enfin, des entreprises qui n'en sont plus, c'est-à-dire des réseaux d'acteurs qui peuvent fonctionner avec la même efficacité qu'une entreprise, mais avec très peu d'intermédiation, très peu de structures internes. Disons, tout ce qui est dans le monde du logiciel libre ou éventuellement Wikipédia vous donnerait une approximation de ce que ça peut être. D'accord ? Alors ça, c'est le premier élément de panorama que je voulais montrer. Le deuxième élément de panorama, c'est... Quand on parle de ça, il y a deux réactions. Il y a des gens qui disent c'est le triomphe du marché. Finalement, on va aller chercher au cas par cas les ressources humaines. Donc c'est le marché généralisé. Si vous voulez, de ce point de vue-là, l'entreprise est une certaine protection contre la loi du marché parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, on n'est pas régulé par le marché. Donc les uns disent ce que vous décrivez là, finalement, c'est le triomphe du marché. Et d'autres disent exactement l'inverse. Ce que vous décrivez là, c'est la fin du capitalisme, c'est les communs, puisqu'il faut que nous gérions ensemble ce réseau qui nous unit. Alors pour introduire un peu de clarté, enfin tenter, j'ai essayé cette cartographie. Quand vous regardez ces fameuses entreprises distribuées, alors avec ou sans plateforme, on va y revenir, vous pourriez tenter une typologie de cet ordre-là. Verticalement, je figure le fait qu'il y a certaines plateformes d'intermédiation qui ont un but lucratif. Elles sont là pour gagner de l'argent. Si Uber est là pour gagner de l'argent. Enfin, en l'occurrence, ils en perdent parce que c'est une entreprise qui est en phase de croissance, mais leur but, c'est quand même bien de gagner de l'argent. Airbnb, son but, c'est de gagner de l'argent. Et à l'inverse, vous avez des plateformes à but non lucratif, c'est-à-dire elles mettent les gens en relation pour produire un certain service, mais leur but n'est pas de capter la valeur qui va être créée dans l'interaction. Wikipédia en serait l'exemple. Et puis, horizontalement, j'ai décrit le fait que parmi les gens qui contribuent à cette organisation très décentralisée en réseau, certains le font d'une manière en amateur, ils le font occasionnellement, et ils le font éventuellement, ils peuvent même en tirer des revenus monétaires, mais disons c'est plus pour compenser leurs coûts que vraiment pour gagner leur vie. Et puis à l'inverse, il y en a qui le font de manière très professionnelle, c'est une alternative au salariat pour gagner sa vie. Si je mélange tout ça, alors j'ai mis des entreprises qui sont toutes dans le domaine de la mobilité pour qu'on soit sur un champ un peu cohérent. Vous voyez donc qu'il y a 4 possibilités. Il y a, je vais commencer par Uber, puisqu'il affole la presse régulièrement. Uber, la plateforme veut gagner de l'argent et les conducteurs veulent gagner de l'argent. On est d'accord? Donc c'est un modèle marchand-marchand. Si je me déplace, vous avez des plateformes qui veulent gagner de l'argent avec des gens, des contributeurs, donc la personne qui conduit, si vous voulez, au cas particulier, qui, certes, en fait, essaie plus de partager ses frais, si vous voulez, que de gagner de l'argent. C'est le cas typique de Blablacar, qui est du covoiturage. Et puis, un peu à cheval entre les deux, j'ai mis Hitch. Alors, je ne sais pas si Hitch est présent à Lyon. Hitch, c'est un peu un équivalent de Uber, si vous voulez. Ce sont des chauffeurs qui vous conduisent, un peu comme un taxi. Mais ça se développe en région parisienne sur un créneau très particulier. Il ne fonctionne que la nuit, c'est-à-dire de 20h à 6h du matin. Que sur des trajets que les taxis refusent de faire, c'est-à-dire, en fait, ils font les sorties de boîte de nuit pour des jeunes qui habitent dans des banlieues tellement défavorisées qu'aucun chauffeur de taxi ne voudrait aller vous reconduire à Aulnay-sous-Bois à 3h du matin, par exemple. Donc, Hitch, c'est exactement ça son créneau. Et dernière chose, la plateforme limite l'activité des chauffeurs, qui sont pour la plupart des étudiants, à 6 000 € par an. Donc, 500 € par mois, si vous voulez. Donc, ça ne peut pas être leur métier principal. Donc, c'est pas de l'argent de poche, faut pas exagérer, mais disons, le chauffeur de Hitch n'est pas un chauffeur Uber, c'est un profil très différent.
Et puis sur le bas, vous avez des plateformes qui n'ont pas de volonté lucrative. Alors j'en ai mis 2. J'ai mis Oise Mobilité parce que j'habite dans l'Oise. Mais j'imagine que Lyon a sa propre plateforme de mobilité qui est un service public, donc qui n'est pas fait pour gagner de l'argent. Et puis j'ai mis Arcade City. Alors ça vous dira peut-être rien parce que c'est pas présent en France, mais c'est une blockchain. Hein, d'accord ? Donc c'est un Uber des intermédiaires, c'est-à-dire c'est une plateforme, c'est comme vous réserveriez un chauffeur sur Uber, sauf que c'est un blockchain, c'est directement du chauffeur à vous, sans plateforme d'intermédiation. D'accord ? Donc vous voyez que ce modèle, ce que je veux souligner par là, c'est qu'avant de discuter des effets de cette économie collaborative, il faut bien comprendre pourquoi elle advient, et c'est cette histoire de comparaison entre les coûts de coordination interne et les coûts de transaction externe, et ça, de mon avis, c'est là pour durer. Et la deuxième considération, c'est qu'en revanche, selon la manière dont on paramètre les choses, et notamment la gouvernance, est-ce que la valeur est captée par l'intermédiaire ou répartie, ça, on peut faire quelque chose. Alors, ce panorama étant posé, je voudrais décrire 3 effets que ça produit sur notre économie. Des effets sur la croissance. Voilà. Est-ce que ça génère de l'activité économique ? Est-ce que ça en détruit finalement ? Où est la balance ? Deuxièmement, les effets sur l'emploi. Qu'est-ce que ça change à notre statut de travailleur, on va dire ? Et troisièmement, les effets sur la sphère publique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en France, l'économie publique, c'est quand même 57% du PIB. Donc c'est intéressant de se demander si ce qu'on constate là sur le monde des entreprises, on constate aussi sur la sphère publique. Donc c'est les 3 effets que je vais essayer de décrire brièvement. L'effet sur la croissance. Alors, déjà, en pure logique économique, ce qu'on peut dire, c'est que ces modèles collaboratifs permettent structurellement d'augmenter le taux d'utilisation des actifs. Les actifs, c'est les mètres carrés de logement, les voitures, etc. Donc, si vous avez une chambre vacante, c'est un actif économique improductif. Si vous permettez à quelqu'un d'occuper cette chambre par Airbnb, eh bien, c'est un actif qui a une utilité sociale et par ailleurs qui génère un revenu. Voilà. Votre voiture, si vous savez que vous pouvez faire du car sharing, c'est-à-dire vous pouvez permettre à quelqu'un de conduire votre voiture quand vous ne la conduisez pas, hein, avec des trucs Drive-e, Buzzcar, etc. Eh bien, votre voiture, c'est un actif. Chacun d'entre nous, en général, statistiquement, ceux d'entre nous qui possèdent une voiture, la voiture est immobile pendant 23 heures par jour et elle est conduite pendant 1 heure par jour. Donc le taux d'utilisation de cet actif est vraiment très très faible. Donc tous ces modèles collaboratifs, leur premier effet normalement qui est positif, c'est que vous augmentez le taux d'utilisation des actifs qui ont été constitués dans l'économie. La deuxième chose que vous faites, c'est que généralement, quand vous avez un processus de production, vos actifs, c'est un coût fixe, puisque vous les amortissez. Mais là, dans le nouveau système, je peux les actifs, je les mobilise lorsque j'en ai besoin, et sinon, je les laisse. Donc, je variabilise mes coûts fixes. Donc ça également, c'est un effet économique très positif, puisque ça abaisse mon point mort, et donc je peux investir. La barrière à l'entrée dans l'investissement est abaissée. Et puis, le troisième effet, c'est que ça élargit la demande parce qu'il y a des tas de créneaux de demande de services qui n'étaient tout simplement pas accessibles parce qu'il n'y avait pas d'offre qui correspondait. L'offre était trop standardisée. Par exemple, mon jeune sortant de boîte de nuit à Paris 13e et qui veut rentrer à Bobigny, jusqu'à présent, tout simplement, il n'y allait pas parce que ce n'était pas possible de rentrer chez lui. Donc, si je reviens sur Uber, les taxis sont très énervés contre Uber, mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que le marché du taxi, le nombre de gens qui prennent le taxi a augmenté considérablement. Donc, actuellement, les taxis ont même plus de boulot qu'ils n'en avaient avant. C'est-à-dire que ça élargit un nouveau marché. De même que Airbnb, ça a généré des nouveaux voyageurs, des nouveaux touristes qui simplement n'allaient pas à l'hôtel parce que ce n'était pas dans leur prix. Donc, ça génère une nouvelle demande et de ce point de vue-là, tout ça est favorable à la croissance, donc je l'ai mis dans la colonne plus. Évidemment, il y a une colonne moins. C'est-à-dire que tous ces nouveaux modèles, c'est de la création destructrice, à laquelle on est bien habitué, c'est-à-dire que ça fait concurrence à des activités établies et qui ont une autre structure de coûts, etc., et qui vont dire cette concurrence est déloyale au sens où ces nouveaux acteurs ne supportent pas les mêmes contraintes réglementaires, sans même parler ensuite de la question fiscale qui a été posée, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas forcément les mêmes impôts. Alors, la conséquence que j'en tire, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que la bonne solution, c'est de les interdire ?
au motif ils détruisent des acteurs établis, ma réponse aurait tendance à être non, il faut les réguler plus intelligemment. Alors, on peut faire différentes choses pour réguler plus. Déjà, il y a l'aspect fiscal qu'on peut traiter naturellement, c'est-à-dire qu'on commence à voir, prenez Airbnb, désormais, Airbnb va prélever auprès de ses hôtes et reverser à la collectivité la taxe de séjour. Donc, on peut créer, adapter la loi fiscale à ces nouveaux acteurs. Il y a aussi l'aspect réglementaire. Je reviens à Uber parce que c'est un exemple, j'espère, qui parle à tout le monde. On se rend compte à l'occasion d'Uber d'aberrations réglementaires. Par exemple, vous avez peut-être noté dans le cours des débats qu'il faut un diplôme plus sévère pour conduire une personne que pour conduire plusieurs personnes. D'accord ? C'est-à-dire que si les chauffeurs qui ont l'agrément LOTI, qui peuvent conduire un bus avec plusieurs personnes dedans, ne peuvent pas conduire un taxi avec une seule personne dedans. Quelle est la logique de cette règle ? Ça n'apparaît pas bien clairement, d'accord ? Donc, il y a de fait des asymétries réglementaires. Est-ce qu'elles sont intelligentes ? C'est pas sûr. Elles sont justifiées historiquement. Et donc, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas accepter comme pain béni toutes ces innovations, mais peut-être les prendre comme une occasion de se repencher sur nos régulations et puis de voir ce qui mérite d'être conservé, ce qui ne mérite pas. Je signale que plusieurs pays étrangers adoptent cette stratégie, c'est-à-dire, je pense typiquement au gouvernement britannique vis-à-vis des fintech, donc ces petites sociétés qui innovent dans la finance avec le numérique, où ils font il y a une sorte de guichet d'innovation numérique en se disant, la finance c'est un métier très régulé, pour de bonnes raisons, et puis encore une fois, parfois pour des héritages historiques, quand une fintech arrive en disant « j'ai l'idée d'un nouveau service, mais il y a telle régulation qui m'empêche de le faire », il y a un bureau spécial qui regarde est-ce que cette régulation doit être maintenue ou pas. C'est-à-dire on utilise ces innovations comme un moyen de se reposer la question de la pertinence de la régulation. Voilà, donc ça c'est l'effet sur la croissance. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à nous de réguler intelligemment, quoi. C'est-à-dire l'effet sur la croissance sera le miroir de notre capacité à réguler intelligemment. Les effets sur l'emploi, alors là, je vais montrer un graphique qui m'a beaucoup frappé. Ce que vous voyez, on va se concentrer sur les deux petits triangles de gauche, puisque c'est la somme des triangles de droite. Ça représente l'économie numérique en Île-de-France. C'est publié par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Et ce que vous voyez, c'est que sur la période 2007-2012, dans ce secteur du numérique au sens large en Île-de-France, on a détruit 5300 emplois salariés et on a créé 12 140 emplois non salariés. Donc, ce que vous voyez très bien, c'est que cette économie crée des emplois, mais elle ne crée pas des emplois salariés. Et donc, la question que ça nous pose, c'est pas tellement la disparition de l'emploi, c'est la nécessité de trouver de nouvelles manières d'organiser la protection sociale pour des emplois qui ne sont pas salariés, puisque finalement tout notre dispositif de négociation collective, par exemple, comment vous feriez pour faire du dialogue social, de représentation syndicale avec des gens qui ne sont pas salariés ? Voilà. Il faut inventer une nouvelle démocratie sociale. Comment vous feriez pour créer des droits sociaux pour des gens qui travaillent quelques heures ici, quelques heures là ? Il y a un spécialiste américain fort connu qui s'appelle Seth Godin, qui a résumé de cette formule, je pense, l'itinéraire historique sur l'emploi, que je trouve assez facile à comprendre. Il dit « Mon père a exercé un métier dans sa vie. Moi, quand j'aurai atteint l'âge de la retraite, j'aurai exercé 7 métiers dans ma vie et mon fils exercera 7 métiers en même temps. » D'accord ? Donc, c'est effectivement ce qui se passe quand... Il y a une étude qui est parue qui s'appelle La France du Bon Coin, qui a essayé de regarder c'est qui les gens qui font chauffeur Uber, qui font des petits travaux sur TaskRabbit, etc. Et la réponse, c'est des gens qui ont déjà un travail. C'est-à-dire ils font ça, et puis il y a quelques chômeurs aussi, ou quelques retraités, mais la plupart, c'est des gens qui ont déjà un travail et qui se trouvent avoir envie... c'est une manière aussi de lier un lien avec les gens. Bon. Donc,
j'ai mis en illustration ceci, qui est un travail de la FING. Donc FING, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération. Il se trouve que j'en suis administrateur. On a un grand programme qu'on a appelé la musette du travailleur numérique du XXIe siècle. L'idée est la suivante, c'est que si vraiment on va vers ce travail un peu fragmenté, à la fois dans le temps, mais même à un moment donné, je fais plusieurs choses, il faut que j'assure un certain environnement pour que chaque travailleur progresse. Comment on assure sa formation professionnelle, comment on consolide ses droits sociaux, comment il peut petit à petit faire ce qu'on appelle souvent un book, c'est-à-dire montrer qu'il a telle et telle référence qui prouve son expérience et sa capacité. Et donc il y a plusieurs grandes entreprises et différents sociologues qui travaillent avec nous pour créer une sorte de portail numérique où les gens vont pouvoir archiver leurs droits sociaux acquis dans différents régimes, l'attestation des différents travaux qu'ils ont faits, les compétences qu'ils ont acquises, leurs différents réseaux sociaux, leurs différentes identités numériques d'ailleurs, etc. Pour moi, c'est ça le travail important sur cette question de l'impact du numérique sur le travail. C'est pas de rêver un retour à l'ordre ancien, c'est plutôt de se demander, un peu comme Bismarck l'a fait au moment de la révolution industrielle, il nous faut un nouveau Bismarck qui invente les droits sociaux qui vont bien avec cette économie-là. Et enfin, le dernier champ d'impact que je voulais évoquer, c'est finalement tous ces modèles collaboratifs que l'on observe dans l'économie privée. Eh bien, en fait, on les observe aussi dans l'économie publique, dans le service public. Alors, j'ai mis là des choses qui se passent en France, mais c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément d'autres initiatives. Si je commence à droite, c'est Charrette. Ceux d'entre vous qui vont de temps en temps à Paris connaissent peut-être la ligne A du RER, celle qui traverse Paris d'est en ouest. L'été dernier, elle a été fermée pendant 3 semaines. Alors vous imaginez la ligne A fermée pendant 3 semaines, c'est entre Aubert et La Défense, qui est un endroit. Donc la RATP, normalement, dans ce cas-là, met des bus de remplacement. Mais les bus de remplacement, ça ne marche pas très bien. Et cette année, ils ont fait une chose assez incroyable quand on y pense. Ils ont demandé, par appel à projet, à des sociétés de covoiturage si elles voulaient compléter le service public, puisqu'il était interrompu pendant 3 semaines. Et donc c'est Charrette, donc la petite société qui depuis lors d'ailleurs a disparu. Enfin, il y en a d'autres qui ont pris la place. Donc Charrette a gagné l'appel d'offres, et donc la RATP, qui a une appli qui a 1 million d'usagers quand même, a mis l'appli Charrette a hébergé l'appli Charrette sur RATP, si bien que le covoiturage devenait un prolongement naturel du service public, et même un remplacement du service public pendant les 3 semaines où il était fermé. Voisins vigilants, vous connaissez sûrement. La réserve citoyenne, j'ai mis ça parce que c'était très frappant. C'est que vous vous souvenez qu'après les attentats de Charlie Hebdo, le président de la République a appelé qui voulait à faire partie de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, c'est-à-dire à mettre son temps et sa compétence à disposition pour aller dans les collèges. Ils ont créé un portail. Alors de vous à moi, il ne marche pas très bien, j'ai l'impression, mais c'est simplement que la modération et l'ergonomie ne sont pas très bonnes, et c'est surtout que l'éducation nationale ne sait pas quoi faire de toutes ces personnes qui se sont portées volontaires. Mais c'est bon, comme l'exemple vient du sommet de l'État, pour ça que je le mentionnais. Dans ma rue, à Paris, peut-être vous avez ça à Lyon, c'est la manière pour les citoyens de signaler les problèmes sur la voie publique, les graffitis, les lampadaires qui ne marchent pas, les nids de poules. Ce qui est intéressant, alors je ne parle pas de l'expérience parisienne, mais on a la même expérience à Londres, à Boston, etc. Ça a été de constater 2 choses. La première, c'est qu'autrefois, les gens signalaient aussi les nids de poules, ou simplement, ils téléphonaient, ils appelaient le standard de la mairie. Donc déjà, ça prenait beaucoup de monde pour répondre. Deuxièmement, en général, ils appelaient pas contents, c'est-à-dire ils appelaient pour se plaindre. Et tertio, ça avait un effet un peu... C'est-à-dire il fallait que la standardiste fasse des fiches, qu'elle le transmette au service de la voirie. Enfin bon, il y avait beaucoup de déperditions. Donc la première chose qu'on constate, c'est que tout ça est beaucoup plus fluide et que les gens changent... Ils le signalent par une application. Deuxièmement, ils le signalent d'une manière positive, c'est-à-dire ils ont l'impression de contribuer à l'entretien de la ville plutôt que de se plaindre auprès de la mairie. Ça change complètement l'état d'esprit. Et tertio, ça va directement dans le logiciel de gestion d'activité du service de la voirie. Donc ça va directement. Donc premier changement, ça change totalement l'interaction entre le citoyen et le service. Deuxième changement qu'on a vu,
c'est que dans les quartiers où il y avait une très forte utilisation de cette application, les gens qui se sentaient responsabilisés sur l'espace public commençaient à l'entretenir eux-mêmes. Donc le signe qu'on voit, c'est qu'ils déneigeaient l'hiver. Vous savez, à Boston, il y a beaucoup de neige l'hiver. Et là-bas, comme ici, vous êtes censé déneiger les quelques mètres de trottoir devant chez vous, ce que vous ne faites pas d'ailleurs, je pense, mais moi non plus, rassurez-vous. Et ce qu'on a constaté, c'est que les gens, ça crée un tel sentiment de responsabilisation sur l'espace public que les gens se mettaient à entretenir mieux leur quartier. Donc tout ça, c'est le champ immense du service public collaboratif qui est vraiment un levier considérable de non seulement de productivité du service public, mais encore une fois de réappropriation de l'intérêt général par le citoyen. J'en deviens co-responsable, coproducteur et non pas seulement consommateur. Voilà. J'ai mis une dernière diapo, mais enfin, j'hésite à vous la présenter. C'est comme si je me permettais de vous donner un conseil, ce qui évidemment est tout à fait déplacé, mais je me suis dit, bon, si j'étais la métropole et que je voyais ça devant moi, et sachant les compétences que j'ai, qu'est-ce que j'essaierais de faire ? Alors, d'abord, on voit qu'il y a un enjeu de régulation ou de réglementation. Je me dirais, dans les champs de régulation qui sont de ma compétence, qui ne sont évidemment pas tous, hein, bien sûr, mais est-ce que je peux avoir une pratique... On le voit très bien alors, dans les villes qui encouragent Airbnb, comparé aux villes qui essaient de freiner Airbnb. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où vous avez un certain pouvoir de régulation. Donc ça, je pense que c'est vraiment un choix politique à faire. Vous aurez compris que moi, je suis plutôt pour ces nouveaux modèles, mais en tout cas, que la métropole de Lyon soit pour ou contre, clairement, vous avez là un levier pour savoir si vous accélérez ou si vous freinez l'émergence de cette économie sur votre territoire. Vous avez un deuxième champ d'intervention possible qui est, cette fois-ci, non pas auprès des plateformes, mais auprès de vous et moi, de tous les contributeurs qui sont des participants de cette économie collaborative. L'individualisation, c'est bien, mais le collectif, c'est pas mal non plus. Donc, de créer des endroits qui peuvent être des lieux physiques pour que les gens s'installent, hein, donc les tiers-lieux, les espaces de coworking, mais qui peuvent être aussi juste des lieux de retrouvailles parce que, par exemple, si vous voulez prendre une assurance complémentaire, une assurance santé complémentaire, et que vous êtes un travailleur indépendant, ça coûte très cher. Si vous vous groupiez avec d'autres personnes, ce que font beaucoup d'incubateurs, on mutualise, on prend une assurance collective, c'est moins cher pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui tiennent juste à la mise en réseau de ces travailleurs atomisés, on va dire. Et puis, la dernière chose, évidemment, c'est de regarder parmi les services publics rendus par la métropole, gérés par la métropole, ceux d'entre eux qui se prêtent à une approche collaborative. Pas tous, bien sûr, mais certains peuvent le faire. Merci Elisabeth. Alors, pour répondre à la dernière slide, effectivement, on a des réflexions sur ces questions-là. Il y a des choses qu'on a mises en place d'ores et déjà. Hein, quand je vois... mise en réseau des espaces de coworking, effectivement, on travaille dessus depuis 1 an, on a fait une charte, on engage. Alors après, sans se développer. Donc je ne vais pas faire le bilan de ce que fait la métropole déjà ou pas. L'enjeu ici, c'est de partager des mutations. Il y a des collègues autour qui vont rebondir peut-être plus tard dans les débats, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et ça va extrêmement vite. Et ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, c'est effectivement la profondeur des changements, l'accélération de la transformation des modèles, parce que les données vont très vite, on voit les capacités de traitement. Mais la question aussi qu'on voulait poser, et notamment à Stéphane Grumbach, c'est effectivement les effets finalement de cette médiation. On a l'impression que tout devient facile, qu'il y a des données partout, qu'il n'y a qu'à se pencher pour les prendre, que tout d'un coup, plein de coopérations différentes se mettent en place. Qu'est-ce que ça transforme aussi ? Donc je vais passer parce que ça a l'air très simple, et en même temps, effectivement, c'est peut-être pas si simple que ça, peut-être d'autres effets. Et donc Stéphane Grumbach, vous êtes donc directeur de recherche à l'INRIA, donc encore l'INRIA, on retrouve, responsable de l'économie, de l'équipe 10, donc données de l'Internet au cœur de l'économie. Vous êtes également directeur adjoint de l'ICSI, qui est l'Institut Rhône-Alpin des systèmes complexes. Comment fonctionne toute cette économie aussi fluide ? C'est pas facile de prendre la parole après les 2 exposés qui m'ont précédé, qui étaient à la fois très brillants et très complets. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous montrer que rien ne sera plus comme avant, que tout a changé, et essentiellement le monde qu'on connaît est en train de s'effondrer, morceau par morceau, et que c'est quelque chose, Anne-Marie Comparini posait tout à l'heure la question de savoir si on le subissait ou si on était capable de le maîtriser. Pour une grande part, on le subit. On peut l'accompagner pour une certaine part,
mais on le subit fondamentalement. On ne peut pas, par exemple, réguler et arrêter la transformation qui est en cours. Alors, Hervé a parlé tout à l'heure des nombreuses manières de capter de la donnée, les capteurs, nos smartphones, les flux de nos échanges qui sont maintenant numérisés et donc captés quelque part. Ce qui caractérise l'époque qu'on vit, c'est la prise de conscience qu'on génère une quantité de données astronomiques par rapport au passé, et ce qui explique que le thème de la journée, enfin de cette soirée soit sur le big data. C'est une expression qui est apparue essentiellement en 2011, qui aura disparu dans quelques années, on n'en parlera plus, quand on aura compris que les données sont partout. Alors les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du monde physique dans lequel nous vivons, nous sommes en capacité d'extraire une copie, une image numérique qui dit, dans laquelle on trouve une bonne partie de l'activité qui se passe dans le monde physique. Une partie croissante, tout n'y est pas encore, mais beaucoup de choses y sont. Et dans les exemples qu'Hervé mentionnait tout à l'heure, on trouve beaucoup de choses qu'on ne trouvait pas dans le monde physique avant. Par exemple, le fait d'être capable de dire qu'il y a plus de taxis qui vont dans une direction à Manhattan que dans la direction inverse. Personne ne savait ça avant dans le monde physique. Mais dans le monde numérique, on le sait. Et on sait aussi l'ensemble des endroits où je suis, l'ensemble des échanges que j'ai avec d'autres gens. Et quand la connexion augmentera et que l'ensemble de mes propos et de ce que je vois avec mes yeux sera enregistré et passera aussi dans la sphère numérique, eh bien, on saura essentiellement peut-être pas ce que je pense encore, mais toutes les interactions que j'ai avec le reste du monde. Donc on a en fait créé quelque chose que je vais appeler le nuage, qui est une couche numérique dans laquelle on trouve un reflet de ce qui se passe dans le monde physique. Ces deux couches sont distinctes. La couche numérique n'existait pas avant. Et il y a de très nombreuses activités qu'on faisait autrefois dans le monde physique qu'on peut maintenant faire dans la couche numérique sans avoir aucune existence dans le monde physique. Donc, je reviens à l'exemple d'Uber. Uber met en relation des passagers avec des chauffeurs. C'est ce que faisaient les sociétés de taxi, essentiellement autrefois. C'était des acteurs du monde physique qui mettaient en relation leurs chauffeurs avec leurs clients et qui assuraient aussi un certain nombre de services et avaient un lien avec les chauffeurs, les voitures, etc. Aujourd'hui, cette activité est bien mieux faite par un acteur qui n'a plus aucune existence dans le monde physique et qui réalise cette mise en relation purement dans le nuage, dans la couche numérique. Et la pénétration d'Uber est impressionnante, sa valorisation. Uber représente, je crois, 40% de la valeur d'IBM aujourd'hui. Une croissance absolument fulgurante pour un secteur d'activité tout neuf, qui a quelques années seulement. Uber s'est développé sur le taxi parce que le taxi a un modèle économique qui est un peu particulier, lié aux licences, lié au fait qu'il y a des bornes administratives qui contraignent ce secteur, et c'est ce qui explique que les taxis aient été les premiers emportés et les premiers à devoir subir le fait que leur activité allait être séparée, c'est-à-dire l'activité de mise en relation chauffeur-passager et l'activité de conduite de voiture. En fait, toutes ces activités de mise en relation, qu'on appelle d'intermédiation, qui sont souvent des intermédiations entre des producteurs de services et des consommateurs de services, ce que les économistes appellent des modèles bifaces, avec une phase de producteur, une phase de consommateur. L'ensemble de ces activités ont tout à gagner à muter dans le nuage et à se décoller du monde physique. Ces activités sont très très nombreuses. La santé repose là-dessus. Pour être soigné, il faut trouver le médecin ou le service hospitalier qui est compétent pour les pathologies
qu'on a, et ce service est assuré par l'hôpital ou par le corps médical, qui est donc dans le monde physique. Je vais juste donner quelques exemples, on pourrait les multiplier. La location, bien sûr, la vente, etc., mais également de nombreuses activités qui sont assurées aujourd'hui par l'administration locale ou nationale. Mais la fiscalité est l'une des activités aussi qui aura tendance à se décoller pour passer au niveau du nuage. Et c'est le cas probablement de beaucoup des services qu'assurent aujourd'hui les administrations, encore une fois locales ou nationales, qui se sépareront avantageusement, deviendront beaucoup plus efficaces en travaillant directement sur la donnée et sans les contraintes du monde physique. On voit donc s'opposer des services nouveaux, purement numériques, et puis des structures anciennes, industrielles ou administratives, que le numérique effraie et qui sont en fait dans une incapacité de faire cette transition, parce que cette transition est compliquée et qu'elle leur échappe. Alors, si on observe les acteurs, ces nouveaux acteurs, c'est très intéressant de remarquer qu'ils sont tous, à l'exception de très petites exceptions près, et pour des raisons précises, ils sont tous de nouveaux acteurs. C'est des entreprises qui partent de rien, qui n'avaient pas d'activité avant. La plupart de ces entreprises, d'ailleurs, qui démarrent dans le numérique échouent très rapidement. Mais parmi les nombreuses initiatives qu'on appelle des start-up, certaines réussissent, et celles qui réussissent connaissent une croissance fulgurante. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises du vieux monde sont incapables de rivaliser avec ces entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des intérêts à sauvegarder, et elles vont essayer à la fois de basculer dans le numérique tout en préservant une partie de leurs activités ou de leurs intérêts. Et donc elles sont en fait incapables de rivaliser avec une entreprise qui a complètement quitté le monde physique pour travailler purement sur la donnée. Ceci explique l'effondrement progressif des entreprises face aux nouveaux intermédiaires. Alors, on peut s'interroger sur les conséquences de ces mutations. Si je reviens dans la sphère administrative et gouvernementale, gouverner, c'est fondamentalement avoir les données qui permettent la gouvernance. Et quand on regarde l'histoire des gouvernements au XIXe et au XXe siècle, eh bien, c'est une progression constante d'une capacité pour l'administration à récolter une donnée de plus en plus précise sur ses citoyens, avec le développement des recensements, puis de la statistique, des usages de la statistique, et qui voit en fait la connaissance qu'ont les gouvernements, les administrations, du moins dans les pays d'Europe, croître en permanence et permettre, in fine, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, le doublement de l'espérance de vie et l'augmentation de la santé publique, de la qualité de la vie, etc., etc. Donc la donnée a joué un rôle, et la capacité pour l'administration à maîtriser la donnée de son territoire, de sa population, a joué un rôle absolument fondamental. Et puis qu'est-ce qui se passe au début du XXIe siècle ? Eh bien, les choses changent radicalement. C'est-à-dire que la part de données que l'administration publique détient sur son territoire et sa population se met à baisser. Et puis elle baisse de manière considérable. C'est difficile de donner des chiffres sur ce sujet, mais fondamentalement, Google a beaucoup plus de données sur la France et les Français que n'en a l'administration française avec l'INSEE et les différents organismes de recueil de données. Si la donnée, c'est ce qui permet de gouverner, alors j'en déduirais assez facilement que la capacité qu'a Google de gouverner le territoire est peut-être
plus importante que celle qu'a l'administration. Alors, on peut dire que j'exagère un peu, mais le déplacement de la part de données qu'on a sur la population déplace irrémédiablement le pouvoir. Et la question de savoir quel pouvoir reste-t-il à l'administration, au gouvernement, est une vraie question. Elle n'est pas simple du tout. On le voit d'ailleurs dans la difficulté qu'il y a à gouverner aujourd'hui, dans la difficulté aussi qu'il y a à mener un débat démocratique et une opposition politique constructive dans le paysage politique aujourd'hui. On peut donner des tas d'exemples de ça. Un certain nombre d'administrations, je crois que la métropole en fait partie, rencontrent de temps en temps des plateformes comme Google ou Uber et sont assez sidérées des connaissances que ces plateformes peuvent avoir de leur propre fonctionnement. Récemment, dans le conflit qui oppose encore Apple au FBI, Apple a rappelé la loi au FBI. Ce n'est plus le FBI, une administration publique, qui sait la loi, c'est Apple. Et ce déplacement de pouvoir est extraordinaire. Alors il n'y a pas que la donnée dans ce déplacement de pouvoir, même si la donnée est le moteur absolu. La capacité qu'ont les grandes plateformes à recruter au niveau international les plus grands cerveaux de la planète est incontestablement bien supérieure à celle que les administrations et les gouvernements ont de recruter des cerveaux. Et donc non seulement la donnée s'est déplacée sur les plateformes, mais l'intelligence aussi. Et puis, enfin, dernier aspect, l'argent. Les administrations aujourd'hui, dans la plupart des pays qui nous intéressent, voient leur budget diminuer un peu plus chaque année, l'obligation de faire des coupes, là où les plateformes, elles, voient leur capacité financière augmenter. Donc on est dans une rencontre entre deux types d'acteurs, les vieilles autorités publiques qui sont en grande difficulté et ces plateformes qui pénètrent petit à petit le monde. Je vais pousser l'argument un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme aujourd'hui, comme Google, Facebook, Uber, etc. Mais plutôt celles qui sont généralistes et qui ont des activités dans tous les domaines. Ce sont des multinationales, bien sûr, mais ce ne sont pas des multinationales comme les multinationales que nous avions autrefois. Les multinationales autrefois, celles du pétrole par exemple, ou d'autres grandes multinationales dans d'autres domaines, la pharmacie, l'industrie automobile, etc., la banque, pénétraient les territoires par le haut, par le pouvoir politique. Elles négociaient leur pénétration sur le territoire. Ces plateformes pénètrent le territoire par le bas. Elles pénètrent le territoire par la population. Elles vont directement à la population. Il y a plus de Français sur Facebook que de Français qui votent à l'élection présidentielle aujourd'hui. Elles peuvent négocier après avec les autorités publiques, mais cette négociation est dans un rapport de force qui n'est pas en faveur de l'autorité publique. Elle est en faveur de la plateforme. Et ces plateformes, petit à petit, ressemblent de plus en plus à quelque chose comme un État. Elles ont une population. Elles peuvent frapper monnaie si elles le souhaitent. Certaines le font de manière modérée parce que ça serait conflictuel avec les États aujourd'hui, mais elles peuvent frapper monnaie et avoir leur propre monnaie. Elles sont au cœur des dispositifs de défense, de sécurité également, aujourd'hui, plus que jamais. Les conflits avec des plateformes avec la NSA le montrent. Elles possèdent aussi certaines des infrastructures. Donc j'ai dit que ces plateformes n'ont pas d'existence dans le monde physique. Ce que je voulais dire, je vais revenir là-dessus. Uber n'est pas présent dans le monde physique, dans la ville dans laquelle il met en relation un chauffeur et un passager, mais Uber a évidemment une présence dans le monde physique, puisqu'ils ont des centres de calcul, ils ont des centres de recherche, ils utilisent des câbles sous-marins pour passer leurs informations, etc. Et ces grandes sociétés, comme Google, par exemple, possèdent une partie de l'infrastructure des câbles sous-marins qui relient les continents. Ils sont donc extrêmement puissants et ils sont de nouvelles entités qui redéfinissent la géographie, la géopolitique, les rapports politiques.
Ils abolissent les frontières, de nouvelles frontières apparaissent. Nos territoires sont embêtés et la capacité à réguler est assez limitée en fait. La Cour de justice européenne a condamné Google, par exemple, à mettre en œuvre le droit à l'oubli. Donc le droit à l'oubli est un droit ancien. Je ne suis pas sûr personnellement qu'on peut le mettre en œuvre dans le monde numérique comme il existait dans le monde pré-numérique. En tout cas, la Cour de justice européenne a décidé que Google devait mettre en œuvre le droit à l'oubli. Google l'a fait. Comme l'Europe n'a pas les moyens de financer, comme l'administration européenne n'a pas les moyens de mettre en œuvre ce droit à l'oubli, donc le droit à l'oubli, je vous rappelle, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit indûment de rappeler, en particulier dans la presse, le fait que quelqu'un ait été condamné et purgé sa peine, par exemple. Et donc, comme les moteurs de recherche référencent la presse, les articles anciens, eh bien, quand on fait une recherche sur quelqu'un, eh bien, on trouve assez facilement qu'il a été condamné alors qu'il a déjà purgé sa peine. Donc, Google s'exécute et gère, je crois qu'ils ont embauché 150 personnes pour faire ça, gère ces demandes, donc les reçoit, vérifie qu'elles sont valides et les met en œuvre en déréférençant les références, donc souvent des articles de presse. Ça veut dire qu'en fait, on a confié, nous, les Européens, à Google, une partie du ministère de la Justice ou de nos services de justice à une société privée, de surcroît étrangère, Google. On pourrait comme ça continuer parce que Google implémente ça, met ça en œuvre sur le territoire européen, pas au niveau mondial, bien sûr. La CNIL s'en émeut en France et demande à Google de le mettre en œuvre au niveau mondial. Donc Google refuse, bien sûr. Et donc Google trouve une solution qu'ils vont mettre en œuvre qui est de servir d'autres résultats aux utilisateurs dont le numéro IP viendrait d'Europe. C'est ce que Google faisait en Chine ou sur d'autres territoires. Quand la censure politique s'applique, Google sait servir effectivement d'autres réponses aux territoires qui ont des recommandations particulières. C'est-à-dire que nous avons demandé, nous, Européens, l'établissement d'une frontière aux limites de l'Europe où Google doit servir autre chose. Nous avons demandé le rétablissement de la frontière numérique, dans le monde numérique. Alors, ce qui est compliqué en Europe sur ces questions, et je vais être un peu brutal dans mon propos, c'est que nous sommes dans un état de sous-développement absolu. Nous n'avons aucune entreprise du numérique sur le territoire européen. Nous ne savons pas fabriquer des machines. Nous ne fabriquons aucun système d'exploitation de machines, mobile ou fixe. Nous n'avons aucun service numérique important. Nous mettons l'intégralité de nos données aux États-Unis. Et c'est un débat qui est compliqué parce que nous serions acteurs du numérique, nous serions dans une position très très différente. Nous n'avons aucune capacité de négociation avec les opérateurs du numérique puisque nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'alternative. Donc c'est une situation qui est très particulière à l'Europe, qui n'est pas universelle. Les Américains ont une domination de l'industrie numérique globale au niveau mondial qui est forte, mais la Chine est une très très grande puissance, pour beaucoup d'aspects peu éloignés des Américains. Et d'ailleurs, avec une logique, les Européens ne s'en sont jamais rendus compte, mais la logique numérique chinoise est à peu près la même que la logique américaine. Mais d'autres pays, la Corée, le Japon, Taïwan, la Russie, etc., sont des acteurs du numérique, pas l'Europe. Et faute de comprendre ça, faute de faire face à ces réalités, faute de comprendre que nous ne savons pas développer ces industries, la preuve est que nous ne le faisons pas. Nous avons des grands programmes sur les start-up, c'est formidable, mais aucune de ces start-up n'a d'avenir en Europe. Soit elles échouent, ce qui est le lot de la plupart des start-up, soit elles partent aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour croître. Et ça c'est vraiment un point qui est extrêmement important et sur lequel il n'est pas possible de faire de la politique en Europe sans comprendre cette
énorme échec sur le numérique. Alors ça a bien sûr plein d'implications géopolitiques et politiques. Parce que qui dit la loi aujourd'hui sur le territoire? Eh bien, c'est pas très clair. Il y a l'État, bien sûr, et puis il y a un processus avec une certaine légitimité historique, un parlement. Mais il y a aussi les plateformes. Or, les plateformes imposent des normes. Ces normes s'imposent. Je ne connais aucun échec de plateforme. Petit à petit, les plateformes arrivent, elles sont dans l'illégalité, il y a des procès, elles les perdent, et puis finalement on adapte la loi, on trouve des compromis. Ça a été le cas pour toutes les plateformes, ce sera encore le cas pour Uber, ce sera encore le cas sur des aspects absolument fondamentaux, comme les lois du travail. Les plateformes savent qu'elles vont gagner, elles sont face à des administrations qui sont faibles, et puis des pays qui n'ont de toute façon aucune capacité d'avoir une alternative, puisqu'elles n'ont pas de plateforme. Alors la fiscalité, quelque chose qui sera réglé, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, on peut implémenter la fiscalité sur ces activités, ça met du temps, et les plateformes américaines ont bénéficié toute cette époque sans fiscalité. Mais ce sera implémenté. Par contre, les normes, eh bien, c'est pas clair qu'on puisse imposer des normes qui aillent contre la volonté de ces plateformes. Donc nous avons en fait une gouvernance qui est de plus en plus assurée par ces plateformes, qui de toute façon ont toutes les données, donc tout le contrôle. Et pour l'administration publique, à la fois au niveau du territoire, mais également de la nation, et les questions de souveraineté, c'est un vrai défi. Je vous remercie. Sur les deux interventions, puisque d'une part, il y a les plateformes, il y a les pouvoirs publics, et puis il y a les citoyens, au niveau de l'Europe, de l'État et de la métropole. Et Elisabeth nous a dit qu'il y a trois manières. Voilà. Alors je voudrais faire le lien entre ces trois manières et puis ce que vous dites à la fin, puisqu'il y a une colonne régulation. Donc là, Google, et sur Lyon et la métropole, il y a des choses aussi, hein, des formes de licences libres, engagées, associées, etc. Enfin voilà, il y a quand même des marges. Elles ne sont pas très fortes, mais elles existent. Il y a de l'autre côté l'administration collaborative, l'État plateforme au niveau national, pourquoi pas la métropole plateforme. Hein. Et puis au milieu, ça nous intéresse beaucoup, nous, Conseil de développement. C'est l'accompagnement du foisonnement, de l'individuel qui passe au collectif. Il y a les communs, l'Assemblée des communs. Voilà, donc, voilà, je voudrais savoir si cette analyse, cette manière de poser la question permet de rebondir déjà et puis ensuite d'élargir le débat ou non. L'État plateforme, personnellement, moi, ça me paraît une réponse très intéressante. C'est ce qui est promu fortement en Californie au niveau de l'État, au Royaume-Uni aussi. Je pense que l'avenir de l'administration publique, c'est d'être une plateforme. Alors, une plateforme, c'est une structure qui recueille la donnée, crée à partir de ces données des services, et par ces services, recueille en fait les traces d'utilisation des services qui sont de nouvelles données, et c'est ce qui fait aujourd'hui la force des grandes plateformes, c'est que ils ont, par les traces d'utilisation, des données extrêmement précieuses. Donc Hervé aurait pu citer l'exemple de la mesure du trafic routier, qui est fait beaucoup plus par les gens qui ont des apps sur les smartphones que par les services publics, qui ont des infrastructures qui sont coûteuses et peu nombreuses par rapport au nombre de smartphones qui se déplacent. Et donc on voit en fait que ceux qui ont la donnée sont seulement ceux qui offrent des services. Alors c'est aussi un changement de logique. Les plateformes offrent des services qui réussissent parce qu'ils sont extrêmement bien conçus. Les administrations, aujourd'hui, je vais dire ça aussi respectueusement que possible, ne sont pas exactement au même niveau de service, d'où le succès. Donc il y a tout un changement de mentalité à avoir sur la capacité à traiter la donnée et à offrir vraiment, à servir. Google sert ses utilisateurs avec un plateau d'argent en apportant un service gratuit, etc.
Donc ça, c'est un point important. Alors, sur l'ubérisation d'Uber, dont vous avez parlé, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est la loi de la concentration. Plus on a de données, plus on est d'utilisateurs, et plus on est puissant, et ce, pour une fonction qui n'est pas linéaire, mais plutôt quadratique, c'est-à-dire que si j'ai 2 fois plus d'utilisateurs, je vais avoir tendance à être plutôt 10 fois plus puissant que 2 fois plus puissant, ou etc. Ce qui explique aujourd'hui ce qui se passe. Alors le capital risque est aussi responsable de cette situation, parce que le capital risque investit massivement dans des sociétés dont la majorité disparaissent très vite, et donc celles qui réussissent doivent devenir des succès absolus, mondiaux, etc. Mais on est plutôt aujourd'hui sur des plateformes dont le nombre d'utilisateurs est essentiellement le nombre d'habitants de la planète. C'est des services complètement universels, que sur une déconcentration de ces données. Alors moi, personnellement, je trouve que toutes ces initiatives autour du Bitcoin et du blockchain, etc., sont passionnantes du point de vue intellectuel, parce qu'elles permettent de faire des choses, des échanges d'argent, par exemple, qu'on ne savait faire jusqu'à maintenant qu'avec un tiers de confiance, et qu'on sait faire aujourd'hui sans tiers de confiance, sans banque, sans État. Mais elles sont très coûteuses du point de vue énergétique, et elles ne permettent pas de travailler une masse de données. Donc moi personnellement, j'y crois pas. 2 choses que j'avais en tête. L'une en réponse à votre question, peut-être pour illustrer ce cheminement vers l'État plateforme, enfin l'État ou la métropole plateforme. Et est-ce que ça se fait de manière conflictuelle, ou est-ce que ça se fait... On a un exemple qui est Pôle emploi, qui est intéressant. Bon, il y a le Pôle emploi traditionnel que vous connaissez, c'est 55 000 fonctionnaires, enfin ou quasi-fonctionnaires, dont le travail est en premier lieu de mettre en relation des demandeurs d'emploi et des offreurs d'emploi. D'accord ? Il y a quelques années, 2-3 ans, il y a une start-up qui s'est créée à Bordeaux qui s'appelait Joby Joba. C'était 16 personnes derrière leurs ordinateurs. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, vous savez, quand on regarde bien, les offres d'emploi ne sont pas chez Pôle emploi. Elles sont sur Le Bon Coin, dans les petites annonces du journal local, etc., etc. Donc nous, disent-ils, nous allons faire un petit algorithme sémantique qui va aller partout sur Internet récupérer des offres d'emploi. Et donc là, d'abord, ils identifient environ 400 sites, donc encore une fois, vraiment de lesmonsters.com, Les Bons Coins, etc., qui publient des annonces d'emploi. Alors certainement pas dans les formes de Pôle emploi, il n'y a pas le code ROM, il n'y a pas, etc. Mais enfin, c'est quand même des offres d'emploi. Donc, ils vont les chercher, ils paramètrent leurs affaires là pour aller chercher ces offres sur les 400 sites, pour les dédoublonner, reconnaître que c'est les mêmes. Et là, il se passe une chose quand même un peu sidérante, c'est qu'à ce moment-là, il y avait 300 000 offres d'emploi, tout compris, sur le site de Pôle emploi. Et eux, ils trouvent qu'en ayant fait tout ce travail, ils ont 600 000 offres d'emploi. C'est-à-dire du jour au lendemain, avec 16 personnes, ils génèrent 2 fois plus d'offres d'emploi que le service public. Donc c'est quand même... ça pose question. Alors là, que se passe-t-il ? Dans un premier temps, Pôle emploi regarde ça et se sent en quelque sorte attaqué. Et puis dans un deuxième temps, se dit, mais écoutez, il faut prendre la réalité telle qu'elle est. Donc ils passent un contrat avec Joby Joba en leur demandant, est-ce que vous pourriez travailler avec nous ? Et ils réfléchissent à leur propre repositionnement, parce que ce n'est pas tout d'avoir généré les offres et les demandes. Il y a des personnes, où, ne serait-ce que de se présenter pour dire bonjour à un entretien d'embauche, c'est déjà... Donc, si vous voulez, dans l'intermédiation, il n'y a pas que juste générer, enfin mettre en relation une offre et une demande. Donc, ils réfléchissent à leur repositionnement. Et puis, je fais un fast-forward pour arriver aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont du coup créé un laboratoire d'innovation et alors on appelle ça en France un magasin applicatif, c'est-à-dire en anglais un App Store, qui s'appelle Emploi Store, où ils se considèrent eux-mêmes comme une plateforme sur laquelle des tiers, à partir de leurs données, peuvent proposer des améliorations. Et alors, les tiers sont de toute nature, c'est des développeurs ou des hackers qui proposent des choses diverses et variées, c'est des entreprises. Par exemple, vous avez Allianz qui a financé un simulateur d'entretien d'embauche. Comme ça, la personne peut se préparer. Vous avez Orange qui cherche beaucoup d'employés pour les centres d'appel ou pour le développement d'applications, qui a fait un MOOC, c'est-à-dire une petite formation en ligne, pour que des gens, en se disant, même des gens pas très qualifiés, mais qui suivraient ce MOOC, pourraient accéder à l'emploi. Et donc, vous avez une administration très traditionnelle, Pôle emploi, qui s'est transformée en administration plateforme avec ce magasin applicatif sur lequel vous avez actuellement à peu près 150 applications
dont 20 développés par eux et 130 développés par le reste du monde. Donc ce qui avait commencé comme une interpellation très forte parce que Joby Joba faisait le boulot. Et voilà. Ça, c'était ma première réaction. Ma deuxième réaction, si vous le permettez, c'est peut-être pour remettre un peu d'optimisme. C'est je serais moins... enfin, tout ce que vous dites, je le partage, bien sûr, hein, mais je voudrais quand même voir le verre à moitié plein. Les géants du numérique sont par certains égards des géants au pied d'argile. Alors, je mentionne des choses très différentes pour montrer ces fragilités. Google, avec toute la beauté de ses différentes initiatives, reste fondamentalement une entreprise de publicité, dont les revenus sont les publicités. Bon. Et alors, ce qui se passe, si vous avez des enfants, en tout cas les miens, ils ont des ad-blockers sur tous leurs ordi et leurs téléphones. Donc ça, c'est un gros sujet, parce qu'à partir du moment où on bloque les pubs, on bloque les revenus de Google. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les annonceurs, quand vous parlez à L'Oréal, etc., ils disent maintenant, nous, on cherche plutôt les réseaux sociaux, c'est-à-dire plus les pubs, mais la recommandation par des tiers. Deuxième fragilité dans ce monde des startups, Uber perd encore quand même 200 millions de dollars par mois. Hein. C'est une entreprise qui a une valorisation très importante parce qu'on mise sur sa valeur d'entreprise, mais elle ne gagne pas d'argent. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il se trouve que partout sur la planète, il y a beaucoup d'argent, parce que quantitative easing, taux zéro, les banques centrales inondent de l'économie de liquidité. Le boom actuel de l'économie numérique a quand même beaucoup à voir avec le fait qu'on a de l'argent gratuit un peu partout. D'accord ? Ça peut durer, ça dure depuis un certain temps, ça peut ne pas durer. Ça ne veut pas dire pour autant que ces entreprises perdront. Je vais donner encore un troisième exemple dans les fintech, parce que celui-là, alors là, c'est vraiment un problème que nous créons nous-mêmes avec nos régulations. Vous avez certainement tous une banque, et cette banque vous offre des services en ligne, vous pouvez consulter votre compte. Il y a des nouveaux acteurs qu'on appelle des agrégateurs, si bien que si vous avez plusieurs comptes, je vais faire de la pub pour personne, mais admettons, vous avez un compte, mettons, à la BNP et un autre au Crédit Agricole, et vous voudrez bien avoir une vision consolidée de vos comptes. Donc vous pouvez vous abonner à un agrégateur qui va s'appeler Linkso ou Bankin, etc. Ce faisant, pour que cet agrégateur puisse faire son boulot, vous lui donnez votre identifiant et votre code d'accès à votre compte, n'est-ce pas, qui est à la BNP ou au Crédit Agricole. Maintenant, supposez que cet agrégateur soit piraté, que donc un tiers ait accès à vos données. Qui est responsable ? Eh bien, on vient de prendre une directive européenne qui dit que c'est la banque qui est responsable. C'est-à-dire que c'est l'agrégateur qui s'est fait pirater. Vous avez donné vos données à l'agrégateur qui s'est fait pirater. Un tiers vient prendre de l'argent sur votre compte. Eh bien, en régulation, c'est la banque qui est responsable. Ça crée un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a une régulation qui est très favorable aux nouveaux entrants, et qui va pénaliser ceux qui ont les poches profondes et qui pourront payer. Parce que naturellement, de toute façon, Banking ou Linkso, c'est des startups qui n'ont absolument pas la réserve en capital pour vous rembourser si quelqu'un vient prendre de l'argent sur votre compte. Donc ça, c'est quand même nous qui créons des règles du jeu qui, au cas particulier, font un pont d'or aux nouveaux entrants numériques. Donc on n'est pas obligé pour l'éternité de prendre des décisions absurdes. C'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, je trouve qu'il manque, enfin, elle est très très bien, hein, votre conférence. Je trouve que ce qui n'a pas été abordé, par contre, c'est le côté robotique. Et ce qui m'a fait tilt là-dessus, c'est lorsque vous avez parlé d'absence de production de numérique en Europe. L'Europe est quand même, et la France en particulier, on est quand même des gros producteurs de robotique. On est très en avance là-dessus. Par contre, la contrepartie, c'est... dans nos usines, parce que là, moi, tout ce que j'entends, ça me paraît très à court terme, ce dont vous avez parlé. Je dirais que c'est aujourd'hui, c'est peut-être même déjà du passé pour certaines questions. Je pense que mon idée, c'est que est-ce que l'État se rend compte que si la robotique intervient dans nos entreprises, dans nos agents de nettoiement, on voit déjà certaines machines de nettoiement, dans la police, avec des robots armés, dans la guerre, puisque c'est déjà bien avancé, est-ce que là-dessus, on a bien imaginé que la valeur travail et la valeur capital ne vont pas, dans les 10 années qui viennent, prendre un sacré coup dans l'aile? Vous parliez de la banque et de l'argent qui est donné pratiquement gratuitement à toutes ces startups. Est-ce qu'on ne va pas arriver dans une société où cette notion de valeur travail, de valeur capital et d'argent doit être revue intégralement
dans nos systèmes économiques. Alors, vous avez sans doute tous vu ou entendu parler des résultats des nombreuses études qui ont été faites sur ce sujet. La plus connue, c'est celle faite par l'université d'Oxford, enfin la business school qui s'appelle Oxford Martin, qui est parue, me semble-t-il, en septembre 2013, qui arrivait aux chiffres et qui a été globalement confirmée par d'autres études depuis lors, de 47% des emplois, lorsque l'étude était faite sur les emplois aux États-Unis, 47% des emplois sont susceptibles d'être remplacés par des automates, que ce soit des robots si c'est du travail physique ou des algorithmes si c'est du travail intellectuel, au cours des 20 prochaines années. On a des chiffres équivalents. Par exemple, il y a quelques mois, le chief economist de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle Andrew Haldane, a fait un discours qui a été très marquant, puisque c'était devant le congrès des syndicats britanniques, en leur expliquant qu'il y avait actuellement 30 millions de salariés, 30 millions d'emplois dans l'économie britannique, et que 15 millions, d'après les calculs de la Banque d'Angleterre, étaient susceptibles d'être automatisés. Donc vous voyez, on retrouve toujours plus ou moins cette question des 50%. Susceptibles d'être automatisés, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être. Si je donne maintenant un signe dans l'autre sens, il y a quelques semaines, Mercedes a annoncé qu'ils dérobotisaient leur chaîne de montage de certaines voitures, parce que maintenant, il y a tellement d'options. Est-ce que vous voulez vos chaises, vos sièges chauffants, pas chauffants, votre rétroviseur comme ci, comme ça? Il y avait tellement d'options à gérer qu'ils sont revenus à du travail humain, parce que ça coûtait trop cher. Si vous voulez, l'humain, c'est quand même le seul robot dont le coût de production et de programmation est flexible quand même dans une certaine mesure, qui demande du travail assez peu qualifié pour être produit à l'origine. Vous voyez, bon. Donc, l'humain a quand même encore des vertus. Donc, vous avez à la fois cette statistique effrayante qui vous dit la moitié d'entre nous peuvent être remplacés par des robots, et la réalité qui est soit qu'on est en train de revenir en arrière dans certains domaines, soit aussi, et de ce point de vue-là, les Japonais sont intéressants, qui réfléchissent plutôt ce qu'ils appellent les cobots, c'est-à-dire des robots qui sont faits pour travailler c'est-à-dire avec nous. Donc le cas typique, c'est par exemple les aides-soignantes qui doivent porter des patients pour faire leur toilette. Et ben, une aide-soignante qui est assistée d'un robot, elle va passer le même temps avec le patient, mais ça va être du temps de qualité. Elle ne sera pas là à se casser le dos pour essayer Elle va parler avec lui, elle va faire d'autres choses. Donc vous avez ces signaux dans les deux sens. Alors, ce qui se passe, c'est que la partie d'entre nous qui sommes le plus effrayés par cette perspective, nous tournons vers des systèmes type, en effet, le revenu universel. C'est-à-dire, il y a toute une partie d'entre nous qui dit, bon, écoutez, on n'y arrivera jamais. Le chômage, ça ne va pas être 3 millions de chômeurs, ça va être 10. Donc, autant donner un revenu universel à tout le monde, et le travail est facultatif. C'est-à-dire, si vous voulez travailler en plus, tant mieux pour vous, vous travaillerez. Mais si vous ne travaillez pas, et donc on s'attend à ce que ce soit un lot commun assez partagé, il y aura un revenu universel. Et puis, vous avez quand même toute l'autre fraction qui se dit... on va générer de nouveaux emplois. C'est-à-dire, il y en aura qui seront détruits. Et simplement, cette fraction-là a besoin d'une sorte d'acte de foi, parce qu'on se dit il y aura des nouveaux emplois, mais on ne sait pas les décrire. Bon, vous aurez compris, je fais plutôt partie du camp des optimistes, donc je crois qu'on y arrivera. Mais j'avoue que c'est un vrai sujet. Et le revenu universel est en test en Finlande, la ville d'Utrecht en Hollande le teste. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'investisseurs de la Silicon Valley qui ont décidé de faire un fonds pour le tester, précisément parce qu'ils disent nous sommes les artisans de la catastrophe, alors nous devons aussi trouver la solution. Voilà, donc il y a un paysage qui est bien celui que vous dites. Vous avez dit on n'est pas présent en Europe. Disons, l'Europe n'est pas présente, oui, c'est ça. Et c'est l'explication. Est-ce que c'est culturel, éducatif, ou alors on a été pillé par les US? Les US nous ont pillés, ils nous ont pris les têtes pensantes. Il y a un certain nombre de choses qui permettent d'expliquer effectivement la situation de l'Europe. Je pense qu'elle est dans une situation globalement politique qui est compliquée. Et elle n'a en fait aucune projection dans l'avenir. Donc aujourd'hui en Europe, il y a une espèce de certitude que demain la vie sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et l'ensemble du dispositif, Elisabeth a dit qu'on n'était pas obligé d'avoir, je ne sais plus exactement, qu'on n'était pas obligé de faire des règlements stupides, mais on les accumule.
Et moi, par exemple, je fais des exposés contre l'innovation. C'est original. Je pense que l'innovation est une connerie. Pourquoi ? Parce que quand on sait où on va, quand on sait quelle société on construit, c'est ça dont on parle. Et après, on fait la recherche et l'innovation qui va qui accompagne ce mouvement. Et quand on ne sait pas où on va, alors le discours se remplit d'innovation qui est « il faut changer, mais pour aller où ? Je ne sais pas ». Et donc, je pense que c'est vraiment le problème de l'Europe. Il suffit de regarder les occurrences du mot innovation. Dans certains domaines, le programme de l'Agence nationale de recherche en sciences humaines a le mot innovation à peu près à chaque ligne des 100 pages du programme. Ça en devient d'une absurdité qui serait comique si elle n'était pas dramatique. Donc pour moi, c'est vraiment l'une des raisons fondamentales, c'est cette absence de projection politique vers un futur qu'on construit. Et c'est ce qui explique qu'un certain nombre de pays ont une dynamique, par contre, dans ce domaine. Je crois qu'il y a une autre question, c'est que les données, c'est un mot qui est synonyme de puissance, et qu'un pays ou qu'une région du monde qui ne se projette pas dans la puissance passe à côté des données. Et c'est vraiment le cas de la situation européenne. On peut parler du domaine militaire, où il y a exactement la même gabegie. Il y a 28 politiques de défense en Europe. Il y a des dépenses qui sont bien supérieures à l'ensemble des régions du monde, à part les États-Unis. Et il y a une incapacité à agir militairement. Au bout de quelques bombes lâchées sur un pays, les Européens ne sont plus en capacité d'agir militairement. Donc on voit ça globalement, cette absence de projection et d'objectifs. Et puis, il y a un dernier point qui plombe l'Europe, c'est que les données personnelles, on peut en faire le meilleur et le pire, et nous sommes assez bien placés pour le pire. Ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni, par exemple, qui a un rapport aux données si on parle données, le Royaume-Uni est vraiment dans la sphère états-unienne. C'est d'ailleurs un des piliers du système de renseignement américain. Le continent européen est vraiment plombé par son histoire, et on voit d'ailleurs l'ensemble des régulations que nous avons sur les données personnelles, et qui, en fait, ont pour une part l'énorme avantage de mettre nos données personnelles aux États-Unis et de les faire tomber sous le coup de la loi américaine et aussi sous les risques politiques qui sont ceux du continent américain ou du pays des États-Unis, plutôt que sous les risques politiques qui sont les nôtres et qui, est-il besoin de le rappeler, dans le contexte actuel, ne sont pas totalement absents. Je voudrais parler du domaine de l'aménagement du territoire et de la planification urbaine. J'aimerais savoir ce que vous pensez sur le fait que peut-être demain, à travers tous ces capteurs, ces données qui sont collectées, traitées, etc., en temps réel, on pourrait finalement imaginer que la ville se construise elle-même et qu'une certaine intelligence artificielle finalement vienne remplacer tous nos cerveaux pour penser la ville de demain. Ou est-ce que encore il restera de la place pour l'intelligence collective des humains qui pourront ensemble se réunir pour former un projet, et leur projet, et non pas celui des machines? Oui, le traitement des données, l'accumulation de données et d'exemples et la capacité à traiter toutes ces données-là vont permettre probablement d'avoir des outils d'aide à la décision qui seront extrêmement pertinents. Ils vont donner des solutions beaucoup plus pertinentes que ce qu'on a sous le coude actuellement. Alors j'ai travaillé un peu avec quelques urbanistes, mais peut-être pas suffisamment pour savoir quels sont tous les process intellectuels qu'il y a derrière l'innovation urbaine, la construction de la ville. Je vois pas tellement le processus de décision qui a amené à Confluence, par exemple. Je le connais pas. Mais peut-être que un jour, on pourra dire, connaissant la population, connaissant les usages, connaissant les cultures, connaissant tout ça, plutôt que d'avoir 150 philosophes urbanistes et je ne sais quelle autre profession, on va faire tel type de quartier-là, il y aura un ordinateur qui pourra vous dire, il faudrait faire quelque chose de tertiaire, de mix, de machin, des rues comme ça, que ça serait peut-être le mieux. Mais je pense que ça, j'espère que ça restera toujours de l'ordre de l'aide à la décision, parce que derrière, c'est éminemment politique, c'est éminemment humain. Et j'ai employé ce mot-là à un moment, alors avec plein de guillemets, parce que je ne fais pas de la science politique, mais ce terme de post-démocratie, je pense que là, pour le coup, ce n'est pas une question de
quelle est l'évolution technologique, quelle est l'évolution de l'économie ou quoi que ce soit. C'est une question de notre façon d'être de citoyen. Est-ce qu'on va laisser à un moment se faire déposséder de ces choses-là? Est-ce qu'on va laisser un responsable politique venir dire « mon ordinateur m'a dit que là, on ferait tel quartier ». Il y en aura sûrement un qui va essayer, parce qu'il y en a plein qui viennent en disant « excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre solution que faire telle loi ou de faire tel truc ». Et puis, des fois, nous, on est un peu passifs par rapport à ça en tant que citoyen. Mais si un jour, il y en a un qui vient se pointer à la télé dire, ou sur Facebook dire Google m'a dit il faut faire le supermarché de Confluence là avec McDo au 3e étage, on pourra peut-être lui dire ouais, mais nous on a notre avis aussi. Et c'est notre responsabilité de citoyen. Donc c'est la responsabilité de la démocratie participative, des corps intermédiaires, des associations, des syndicats, de continuer à faire vivre ça, et notre responsabilité individuelle de continuer à participer à ces mécanismes-là. Après, je pense par exemple que le débat sur l'avenir du quartier Pardieu a été il y a eu beaucoup de monde, je crois, qui sont venus aux consultations publiques. Il y a d'autres consultations publiques où des fois on voit toujours les mêmes têtes. Voilà, le débat n'est pas toujours aussi riche, mais j'ai le sentiment, je n'y suis pas allé pour le coup, coupable, mais il me semble qu'il y a encore des débats sur l'avenir de la ville, sur la construction de la ville qui mobilisent les citoyens. Et alors là, je sors complètement de mon rôle de scientifique, mais quoique non. Je fais la technologie, je suis chercheur, un chercheur, ça vit dans la société, je dis, ne nous laissez pas les mains libres. Voilà. Venez critiquer les choix qu'on fait, venez nous demander de créer des solutions pour qu'on puisse aller dans le sens de ce que veut la société. La démocratie, c'est ça, c'est pas attendre que nous on dise c'est ça le mieux. Moi, je me pose la question, c'est que pouvons-nous faire, nous, associations, nous, conseils de développement, pour le sujet qui est le sujet de l'emploi. Voilà. Et je crois qu'on a 3 niveaux d'évolution. Un, le système marchera. Le système marchera. Je crois qu'on est tous d'accord que de toute façon, les nouvelles technologies, ça vient. Le système marchera si l'ensemble des citoyens ont une connaissance minimum des nouvelles technologies. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il y a 30% de sachants et 70% de non-sachants, on va à la catastrophe. Donc je pense qu'on a un recensement à faire de ce qu'il faut faire pour que l'ensemble des citoyens ait une connaissance minimum. Donc je dirais premier, recenser et mettre en place les dispositifs qui permettent que chacun ait une connaissance minimum des nouvelles technologies. 2, sans insister mais en bondissant, je pense qu'on va effectivement vers une forte transformation des emplois, avec une autre casquette qui est la Confluence des savoirs. J'ai organisé il n'y a pas longtemps une conférence sur l'évolution des emplois. Et vous l'avez dit, il y a des emplois qui disparaissent et qui vont disparaître. C'est tous les emplois techniques, mais un peu automatisés. Par contre, émergent des nouveaux emplois qui sont en gros les emplois très très pointus et les emplois de médiation, et notamment de médiation territoriale. Et donc, ça veut dire qu'il y a une transformation des compétences. Et là, je crois qu'on a un défi extrêmement important en matière de formation, et de quelle formation mettre en place avec les universités et les écoles. Enfin, dernier élément, vous l'avez dit, moi je pense que va émerger forcément une fonction régulation qui est, avec toutes les informations qu'il y a sur Internet, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Donc là, il y a une réflexion à mener, et à mon avis, à mener assez vite au niveau politique sur qui dit ce qui est vrai et ce qui est faux. Par rapport à tout ce que vous évoquez, effectivement, le débat continue. Donc c'est la page de pub. Donc la semaine prochaine, pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, donc on accueille Dominique Cardon. Donc c'est Doc Forum, donc faut s'inscrire sur le site de l'association Doc Forum. Par contre, la conférence aura bien lieu à l'hôtel de communauté, donc mardi prochain, le 29. Donc ça, c'est pour le premier volet de votre question. Comment est-ce qu'on partage l'information? Donc nous, on essaie de continuer d'avoir plein de lieux. Il y a effectivement le grand rendez-vous, les ateliers numériques, la conférence de ce soir. Il y a aussi les actions qu'on conduit un peu au niveau de la métropole. Il y a eu des rencontres de la ville intelligente il n'y a pas très longtemps. J'ai plus la date en tête, mais c'est derrière. Et vous avez le site Millénaire 3. Il y a des infographies qui sont exposées. Vous pouvez les télécharger sur le site Millénaire 3. Il y a pas mal de ressources aussi par rapport à ça. Donc je pense que par rapport à ça, effectivement,
Il y a de quoi alimenter le débat. Je pense qu'on ne le épuisera pas ici ce soir. Et puis l'autre ouverture que je voulais faire, bien sûr, c'est sur la suite du grand rendez-vous par rapport notamment à ce que vous évoquez sur la question de la formation, les transformations de formation et d'intermédiation. Et ça va se poursuivre dans le travail des ateliers et la prochaine conférence qui sera justement sur les enjeux de formation au changement. Donc voilà, merci pour l'ouverture que vous nous avez permise. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.